que font les gens, les voyages qu'on fait, les fringues qu'on achète, derrière tout ça, il y a toujours un regard. C'est que le regard de l'autre qui compte? Oui. C'est une illusion de dire ça. C'est la limite avec la manipulation. La manipulation et le management, il n'y a pas d'écart technique. Moi, je crois que la première source de charisme, c'est la con. Si ta copine te dit que globalement samedi soir je t'ai pas trompé, je pense que tu vas entendre la dissonance. Le besoin vital d'un être humain, c'est la reconnaissance. Si tu veux plonger un être humain dans la différence, c'est pas qu'il va pas bien, c'est qu'il meurt. Et là il s'est retourné, il est devenu rouge, il était mais qu'est-ce que je t'ai entendu? Et donc ils se disent on va se faire défoncer quoi. Et là il les regarde et il fait demi-tour et il dit rien. Je t'arrête 20 secondes, je suis Rassem Flazi, président et cofondateur de Legal Place. Aujourd'hui, Legal Place, c'est le moyen le plus facile en France pour créer ta société. Si tu veux créer ton entreprise, il y a un code promo qui s'affiche en bas de cette vidéo. Clique sur le lien dans la description pour utiliser le service. Hello Stéphane, merci d'être là. Merci. Donc, je suis ravi de te recevoir. Tu as formé plus de 40 000 personnes, entre chefs d'entreprise, dirigeants, managers, à la communication, sur comment bien communiquer avec ses équipes, comment bien gérer ses équipes. Donc, la communication et le comportement humain, ça te connaît. Et dans cet épisode, on va expliquer pourquoi Didier Deschamps était un excellent communicant malgré ce qu'on a vu dans les conférences de presse. On va voir pourquoi le charisme, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ce qu'on voit dans les films, à la télé, etc. Comment être un très bon meneur d'hommes, quoi. Et on va voir comment tout le monde peut appliquer ça dans sa vie de tous les jours, en entreprise, mais aussi dans sa vie perso, y compris avec ses enfants, pour améliorer ses relations dans le quotidien. Je dois le dire, tu as coaché le top management de Legal Place, tu nous as formés à ces questions de management, de leadership. Ce qui m'avait frappé, c'était la capacité, le fait qu'on pouvait catégoriser des types de comportements chez les gens et qu'il y avait des tests pour réaliser ça et il y a des patterns, donc on pouvait voir des comportements très similaires chez certaines personnes selon leur type de communication. C'est vrai que quels que soient les gens qu'on rencontre et l'entreprise dans laquelle ils bossent, si vous leur demandez c'est quoi le problème de la boîte, ils vous répondent en général c'est la communication. Donc c'est un problème qui est extrêmement central. Les couples aussi. Et les couples aussi, partout, c'est partout le problème. Et à l'inverse, on vous répond, les couples qui durent, c'est les couples qui communiquent bien. Oui. Enfin, voilà. Donc, c'est un sujet central. Du coup, je pense que l'être humain, depuis toujours, il s'intéresse à essayer de comprendre comment interagir avec le plus grand nombre de personnes, comment développer ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. Et il y a plein, effectivement, de patterns, comme tu dis, de modèles qui existent. Le plus connu, probablement, c'est le MBTI, qui a été construit par des gens du Boston Consulting Group. Il y en a un autre qui s'appelle le DISC ou Success Insight, qui est un modèle en 4 dimensions. Et moi, je suis d'Obédience Process Communication Model, qui est un modèle américain lui aussi, qui appartient désormais à la France, mais qui a été créé par la NASA aux US. Et effectivement, tous ces modèles sont faits pour aider les gens à mieux comprendre l'interlocuteur et comprendre qu'en fait, en communication, ce qui est le plus important par rapport à ce qu'on pourrait croire, c'est plus la forme que le fond. Et en fait, on rentre en communication avec quelqu'un par la forme. C'est pour ça que quand on se dispute avec quelqu'un, on lui dit pourquoi tu me parles comme ça ou arrête de me parler comme ça. Donc c'est le comme ça qui peut poser problème. La forme a son importance. La forme est cruciale parce qu'on rentre par la forme. Et ensuite, on va entendre le fond. Et sauf que des formes de communication, il y en a plein. En fait, il y a 6 façons de parler français, allemand, espagnol, ce que tu veux. Et donc, ce type de modèle, il est intéressant parce qu'il permet aux gens de comprendre autant dans la vie professionnelle que dans la vie perso, d'ailleurs. D'ailleurs, souvent, les gens, après les formations, l'utilisent d'abord dans la vie perso. Oui. On pourra en reparler. Mais ça les éclaire sur le fait qu'ils ont des prises de conscience, ils croisent la lumière, de se dire « mais c'est pour ça que mon fils, c'est pour ça que mon conjoint, c'est pour ça que mon collaborateur. » Et encore une fois, c'est pas une histoire de fond. C'est vraiment une histoire de la manière dont on code les choses. Ça a été inventé par la NASA, tu disais, parce que ils avaient besoin de savoir comment se comporter, comment communiquer entre astronautes dans des conditions extrêmes dans l'espace, parce que le moindre défaut de forme pouvait coûter la vie cette fois-ci. Le point de départ de ce modèle, c'est le débriefing de la mission Apollo 13. À Houston, we got a problem. Ils ont un léger problème, ils ont une demi-heure d'oxygène pour 5 heures de parcours. Et on arrive à les ramener. Et le patron de la cellule recrutement à l'époque de la NASA, c'est un monsieur qui s'appelle Terry Maguire. Et Terry Maguire fait le débriefing d'Apollo 13. Et une des conclusions de son débrief, c'est on a réussi à les ramener parce qu'ils n'ont pas cédé à la panique. On a réussi à les ramener parce qu'ils ont eu une excellente bonne maîtrise de leur stress. Si tu regardes le début de Gravity, tu as George Clooney qui sait qu'il va mourir et qui dicte avec un calme olympien toute la procédure de sauvegarde à Sandra Bullock. C'est cette espèce de maîtrise totale des nerfs qu'il voudrait retrouver chez tous les astronautes. Et parallèlement à ça, il y a un monsieur, et ces deux histoires qui au départ ne devaient pas se rencontrer, mais il y a un monsieur qui s'appelle Tebi Keller, qui est un jeune psychiatre et qui fait une découverte. Il se rend compte sur la base d'observation que dans son hôpital, dès qu'il y a un stress, ces patients ont toujours les mêmes réactions. Ils ont des réactions séquentielles avec un petit, un moyen et un gros comportement. Et donc, il observe tout ça, il compile tout ça, il écrit un traité là-dessus.
Et ce traité arrive aux yeux de Maguire, qui le convoque dans les années 80, enfin même un peu avant 70, à la NASA, pour dire, monsieur, ce que vous avez trouvé, c'est pile ce qu'on cherche, parce que vous semblez dire que les comportements sous stress des astronautes ou des gens sont séquentiels, démarrent par un petit... sont prédictibles. Et donc, bâtissez-nous un modèle qui nous permette ça, qui nous permette d'anticiper leur réaction sous stress et d'anticiper, effectivement, leur convenalité de caractère entre eux. Parce qu'en fait, quand je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs formes de communiquer, je suis en voiture avec une amie, je lui dis, il nous reste combien d'essence? Elle me répond, on est large. Oui. En français classique, quand tu poses une question à quelqu'un, tu la poses qu'une fois. Si tu me dis il est quelle heure, je te réponds il est 14h30, tu vas pas me dire il est quelle heure. 14h30, ça fait le job. On est large, ça fait pas le job. Oui. Et donc quand tu commences à poser une deuxième question, c'est que t'as pas compris. C'est qu'il y a un problème, c'est que la réponse correspond pas à la façon dont c'est codé. Les gens vont m'opposer, ouais mais sur le fond, ça répond on est large. Ouais mais pas à combien. Et donc moi je pose une deuxième question, ouais mais la jauge est où? Bah, je te dis c'est toi bon. Ton style de personnalité, de comportement plutôt. Moi j'ai demandé combien, donc il me faut une réponse en litres, en kilomètres. Alors que peut-être pour moi, on est large, ça je l'ai fonctionne. compris. Exactement. Ouais. Et donc, la jauge est où? Bah, je te dis, un tiers de plein. 3 questions pour avoir ma réponse. Sauf que là, c'est pas gênant parce qu'on est en vacances. Sauf que quand tu es dans l'espace et que la réponse de l'autre dépend de ta vie et que tu dis, il nous reste combien d'essence et que le mec te répond, on est large, ça passe. Quand tu es ingénieur, que tu es en train de faire un pont et qu'il y a une incompréhension qui fait que le pont peut être mal fait, là, l'enjeu est très très gros. Ouais. Et donc, il y a 6 types de comportements dans ce test-là, ouais. Codifiés avec des couleurs. Et il y en a un que j'aime particulièrement parce qu'il est spectaculaire, c'est l'orange, je pense de mémoire, l'empathique. Alors, il s'appelle malheureusement un type empathique. Ouais, oui. Alors qu'il a pas forcément. Un faux ami. Le mot anglais harmonizer qui est beaucoup plus juste. Ouais. Harmonizer. Et donc en fait, c'est les gens qui s'excusent un peu pour tout. Quand il passe à côté de toi et qu'il t'a même pas poussé, il peut dire je suis désolé, ou qu'il rentre dans l'ascenseur, il veut s'excuser. Et sous stress, le comportement de cette personne, enfin ce qui m'avait frappé, c'était ce qui peut stresser énormément cette personne, c'est quand tu lui dis un truc du genre j'ai entendu qu'on a dit ça sur toi, ou tu sais ce qu'on dit sur toi. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. Mais alors déjà, c'est pas une personne, c'est une des 6 facettes de quelqu'un qui peut être sa dominante. Ouais, c'est une partie de l'individu qui est mue par un driver qui est le fait de faire plaisir en permanence. Oui. Et le fait de faire plaisir à l'excès fait que une des tendances sous stress peut être d'en faire trop et de s'excuser pour des choses sur lesquelles ils sont pas responsables. Et donc ça, c'est un des personnalités. Donc on distingue comment ils réagissent à niveau de stress moyen, comme tu dis, et élevé, parce que c'est pas les mêmes comportements. Et il y en a un, c'était le violet qui était drivé par tout le monde doit être, je dois être parfait et tout le monde doit être parfait, je pense. Ouais, ouais. Et ce type-là, quand il est vénère, quand il est stressé, c'est le croisade. Il part en croisade. C'est les gens qui ont noté peut-être tout ce qu'ils ont pas aimé dans l'historique de relations ensemble et qui les sortent au moment de la croisade sous tension. Alors, alors ce qui va sortir, en fait, une croisade, c'est une opinion exacerbée, c'est une opinion étirée en valeur absolue. Oui. Donc je ne sais pas s'ils vont forcément te déstocker tout ce qu'ils ont entendu, mais par contre, ils vont vouloir imposer leur idée. C'est-à-dire qu'hors stress, ils vont donner une opinion, sous stress, ils vont vouloir l'imposer aux autres. Et en fait, le sous-entendu, c'est si vous ne pensez pas comme moi, c'est que vous êtes contre moi. Et donc, quand tu sais que telle personne a ce type de communication, et tu le vois faire ça, tu sais que là, il est sous stress. Oui. Et quand on sait ça, qu'est-ce que ça implique? Idéalement, le moins stressé des deux, parce que le problème, c'est que le comportement sous stress de l'autre génère du stress chez moi. Oui. Mais idéalement, le moins stressé des deux devrait calmer la séquence de stress de l'autre. Et pour ça, il y a des façons de faire. Quand il le reconnaît, il sait qu'est-ce qui le trigger pour peut le calmer, etc. Exactement. Il y a des martingales pour chaque profil, pour savoir les faire redescendre du stress. Et donc, typiquement, quelqu'un qui est en croisade sur une opinion, ne serait-ce que de valider soit l'opinion, pas la croisade, mais l'opinion. Oui. Si on fait réduire la sauce et qu'on arrive qu'à l'opinion de départ, valider l'opinion, ou alors au moins reconnaître qu'il est légitime. Il y a un clash télé magnifique avec Baffy et Christophe Ondelat, où Christophe Ondelat part en croisade contre Dave, et Baffy lui dit Christophe, beaucoup de gueule. Tu le méprises depuis le début. Christophe, mais si. Écoute-moi. Si. Bon coup de gueule, écoute-moi. Bon coup de gueule. Donc beaucoup de gueule, c'est magique parce que ça dit pas je suis d'accord avec toi sur le fond, mais ça dit au moins je t'autorise la légitimité d'avoir un coup de gueule. Ah ouais. Je t'autorise cet énervement, cette croisade. Ça peut servir pour les repas de famille à Noël. C'est clair. Quand on n'est pas d'accord avec le beau-frère, tu peux au moins dire ok, beaucoup de gueule. Il y a toujours un violet quelque part qui traîne. Il y a toujours de tout partout. Donc, voilà. Et rappelons que c'est ni positif ni négatif tout ça. C'est vraiment un comportement qui est mauvais sous stress chez tout le monde. Et hors stress, c'est totalement paisible. Et en fait, il y en a le rouge. J'avais retenu un truc, c'est qu'il faisait. Donc c'est quoi le nom du rouge déjà? Ça s'appelle le type promoteur. C'est la facette promoteur de quelqu'un.
comment tu peux le caractériser, le promoteur? C'est la partie de nous tous, tout le monde là, qui passe à l'action. C'est la partie Just Do It, c'est la partie Nike. C'est la Donc partie il fonce. Il agit avant de réfléchir. Ouais. Oui, ça veut dire que c'est un peu des moteurs, mais en même temps, ils peuvent casser certaines choses parce que c'est le passage en force. Sous stress, oui. Sous stress, il peut passer en force Sous sans stress, aucune validation de personne. Non. Il fonce. Voilà. Mais hors stress, c'est la partie de vous qui agit. Il y a des moments dans la vie où il faut se lever, il faut bouger, quoi. Oui. Faut agir, faut y aller. Il faut arrêter de réfléchir. Donc en fait, ces 6 facettes, elles sont extrêmement complémentaires parce que isolées toutes seules, elles veulent rien dire. Le modèle devient intéressant parce que l'individu a les 6 avec des quantités, des doses différentes, évidemment. Il y a des gens qui passent beaucoup plus vite à l'action que d'autres. Mais en tout cas, cette partie-là, elle est faite pour nous faire agir. Et heureusement que par moment, on agit, quoi, clairement. Et tu disais que quand tu montes, selon à quel point tu es éloigné d'un type donné, il te faut beaucoup d'énergie pour jouer le rôle de... Par exemple, le bleu, c'était l'analyseur. Donc, c'est celui qui est tout structuré, qui a envie que tout... C'est l'étage de la logique, ouais. Sa journée soit complètement structurée. Ouais. En fait, c'est ce qu'on avait dit, c'est il y a des gens qui ont envie que leur journée soit décomposée en créneaux bien précis. Il sait à quelle heure il fait quoi. Et moi, je sais que je suis l'inverse. J'ai pas envie de savoir à l'avance que demain, j'ai telle chose à 15h parce que ça tue tout le mystère pour moi de qu'est-ce qui va se passer. Et donc, dans mon défaut de communication, avec certains analyseurs que j'avais dans le COMEX, quand j'organisais un événement de COMEX, c'était des créneaux assez vagues. C'est-à-dire qu'on va parler de la strat le matin. Et l'après-midi, on fera ça. Et en fait, certains analyseurs étaient paniqués en mode, mais tu peux me dire entre 10h et 11h, c'est quoi le programme? Et entre 11h et 12h30, et la pause déj, on fait quoi? Parce que t'es le genre à répondre on est large, toi. Oui, exactement. Mais j'ai compris, grâce entre autres aux formations, que c'était légitime que les gens ressentent, en tout cas ceux qui sont bleus, cette presse. Moi, je les engueule et je dis, mais mec, vis avec le chaos, c'est pas grave, t'inquiète. Vis avec le chaos. On va garder cette phrase. C'était pas dit comme ça, mais c'est dit, faut qu'on soit à l'aise dans le chaos. Ouais, bien sûr. Et en fait, lui, il disait, ok, mais juste précise-moi s'il te plaît, etc. Maintenant, je comprends que c'est son style de com et c'est à respecter. C'est vraiment ce modèle comme d'autres, c'est une arme de tolérance massive, en fait. Oui. C'est fait pour comprendre que voilà, tout le monde ne communique pas pareil et qu'il y a des gens qui sont très à l'aise dans le chaos et il y a des gens qui ne supportent pas le chaos. Et qu'avec ça, il faut faire des équipes, il faut faire des projets qui avancent, il faut faire de la réussite et de la perf. Et que si on sait ça, on va être beaucoup plus tolérant à l'autre. Ouais, exactement. Et tolérant et efficace en collaboration, du coup. Bien sûr. En perso ou en pro, quoi. Ouais. Justement, Stéphane, toi, tu as commencé il y a très longtemps une structure qui s'appelle le CRECI. Ouais. Qui est Centre de recherche et d'études sur les comportements individuels. C'est là-bas que tu as appris ça. Qu'est-ce que tu as appris de plus important là-bas? Alors d'abord, le CRECI, juste une petite parenthèse, mais c'est un cabinet qui misait sur des juniors. Et moi, le paradoxe de mon parcours, c'est que j'ai commencé à 25 ans par faire de la formation management sans aucune expérience managériale. C'est-à-dire qu'ils misaient sur des jeunes qui leur paraissaient prometteurs. Il y avait évidemment des consultants seniors. Mais voilà, donc déjà, ce qui m'a appris, c'est que d'abord, il m'a donné ma chance dans ce métier de démarrer par faire de la formation, même si je n'avais pas forcément les connaissances et les compétences. Il m'a vraiment appris le métier de la formation. La chose que j'ai appris en une phrase, c'est qu'il ne peut pas y avoir de motivation sans regard. Voilà, c'est absolument impossible. Tout ce que font les gens, c'est toujours par rapport... Souvent, on dit, mais pourquoi il fait ça? Et la bonne question, c'est pas pourquoi, c'est pour qui. Même si le regard est totalement, alors je vais prendre un terme de psycho un peu technique, mais même si le regard il est introjecté, c'est ce que Rafiki explique à Simba en disant il vit en toi, ton père il est toujours avec toi, il est en toi, il vit en toi, même si le regard il est introjecté, même si la personne n'est pas là, si on était lucide sur tous les choix qu'on fait de la vie, les apparts qu'on habite, la montre qu'on achète, le véhicule qu'on prend, les voyages qu'on fait, les gens qu'on admire, les gens qu'on n'aime pas, les fringues qu'on achète, pour moi, tout ça, derrière tout ça, il y a toujours un regard. Alors, c'est pas obligé de le chercher et de le trouver à chaque fois. Mais ce qui fait la performance, c'est toujours un binôme managérial. Mais quelle que soit la performance, parents, enfants, entraîneurs sportifs, manager, managé, chef de projet, collaborateur, manager. Il peut pas y avoir de performance ex nihilo. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait tout simplement pourquoi? Parce que le besoin vital d'un être humain, c'est la reconnaissance. C'est à partir du moment où un bébé sort du ventre de sa mère, il regarde ce qui se passe et il cherche le meilleur ratio effort-amour. Voilà. Et alors, on va chercher l'amour des parents, puis après des profs, des amis, et ensuite, on va chercher qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'existe à l'école et puis professionnellement. Donc, s'il n'y a pas de regard, s'il n'y a pas de reconnaissance, pour le résumer autrement, on disait au CRECI, un travail ne m'intéresse que s'il intéresse quelqu'un qui m'intéresse. Pas mal. Un travail ne m'intéresse que s'il intéresse quelqu'un qui m'intéresse. Donc, les gens font jamais les choses pour rien. Il y a des gens qui vont dire, moi je fais que pour l'argent. Je m'en fous de la reconnaissance, de l'ego. Je fais pour l'argent. Qu'est-ce qu'on peut acheter comme reconnaissance avec de l'argent?
Enfin, Oui. c'est une illusion de dire ça. Parce que Ça veut dire quoi? Ça veut dire que via l'argent, ils cherchent aussi de la reconnaissance? l'argent est un énorme levier de reconnaissance. Donc, qu'est-ce qu'ils vont s'acheter avec l'argent? Mais les gens sont pas conscients de ça. Ils ont l'impression qu'ils peuvent vivre. Les gens me confient souvent en coaching avec une petite voix basse comme une infirmité. Ouais. Vous savez, moi j'ai un gros besoin de reconnaissance. Je dis ouais, t'es un être humain, mec, enfin ou nana, mais voilà, c'est juste vital. En fait, l'inverse de la reconnaissance, c'est l'indifférence. Donc si vous plongez un être humain dans l'indifférence, c'est pas qu'il va pas bien, c'est qu'il meurt. Tom Hanks dans Solomon, la première chose qu'il fait quand il arrive sur son île, c'est pas de se faire bouffer, c'est de se créer un pote. Et l'autre qui va chercher, qui veut être seul, là, qui trouve une camionnette dans une forêt, comment ça s'appelle? Into the Wild. Into the Wild. Pareil, Into the Wild, il fait toute une vie pour être seul. Et il meurt. Et à la fin, il découvre que c'est pas fait, c'est pas. Il meurt. Ouais. Notre besoin vital, c'est ça. Rousseau disait l'homme est avant tout un animal social, on est incapable. Le jour, j'étais content, j'avais trouvé un contre-exemple en 4e de couve de Libé, un mec qui est sur une île déserte depuis des années. Donc je commence à lire l'article, je dis, il y a un mec qui vit tout seul dans le monde, puis là je vois qu'il a X milliers de followers sur Insta, j'ai dit, bon, c'est bon, il est pas totalement tout seul, le mec. Exactement. Mais non, mais il y a des gens qui se disent, ouais, moi je veux être nomade, digital nomade, vivre à Bali, travailler de loin. Et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va obtenir comme reconnaissance s'il vit complètement loin de sa société? Ah, mais il peut nouer des liens avec les gens là-bas, il peut faire plein de choses. Oui, il peut. Mais je pense que là, dans la réalité, ça doit pas trop se passer comme ça. Il y a un truc que j'ai lu sur le Crécy que je trouve intéressant, c'est que apparemment vous pensez que tout le monde a le potentiel de faire plein de choses différentes et on l'ignore en fait. Ouais. Une des convictions de Christian Lemoine, qui était le fondateur du Crécy, c'était que l'homme est un génie potentiel polymorphe. L'homme en général ou n'importe qui ou... L'homme avec un H majuscule, hein, c'est un générique dont je préfère le féminin. Mais en fait, moi je pense que tout individu a un point fort, un talent, et qu'il y a deux raisons qui peuvent faire que les gens sont malheureux au boulot en fait. C'est soit ils font un job qui n'est pas aligné avec leur point fort, soit ils sont mal managés. Soit les deux et leurs journées sont un peu longues. Et en fait, il y a un paquet de gens qui sont malheureux parce qu'ils ont un point fort. Oui. Et c'est comme le tronc d'un arbre. Sauf que le soleil, il est à X centaines de mètres au kilomètre, donc il pousse pas droit. Et si 100% des gens pouvaient faire un job qui était aligné avec leur point fort, ils laisseraient pas de gomme. Moi, je laisse pas de gomme à travailler. J'ai animé 45 000 journées de formation, 4500, pardon, 45 000, c'est le nombre de participants. J'ai animé 4500 journées de formation 4 jours par semaine depuis 30 ans. C'est très fatigant, ça. Et j'y vais demain, et j'adore ça, et j'attends que ça. Ça me fatigue pas. Quand quelqu'un est sur son point fort, le ratio effort-résultat est injouable. C'est là où il a le meilleur ratio effort-résultat. Et donc, il faudrait que les gens trouvent leur talent d'origine. Mais c'est leur zone de génie, nous on dit. Exactement. Et qu'ils trouvent un job qui les aligne avec ça. C'est pour ça que quand les gens te disent qu'il faut sortir de sa zone de confort, c'est une énorme connerie. C'est l'inverse. Oui. Il faut chercher. En fait, quand tu écoutes les gens sur la zone de confort, ils te disent c'est un endroit où la personne elle est bien, elle est au chaud, puis elle est pas heureuse. Mais il est où le confort? Ça s'appelle ça une prison dorée en fait. C'est pas une zone de confort qu'il faut. Oui. Voilà. Donc faut effectivement quitter les prisons dorées, mais par contre chercher sa zone de confort, trouver l'endroit où on est aligné et cohérent. Et il y a plein de gamins. Sinon tu fatigues vite. Si tu fais un truc. Si les gens laissent de la gomme, c'est le début du problème, c'est pas la conclusion. C'est qu'ils sont pas là où il faut qu'ils soient. Pour finir sur la partie test, moi j'invite tout le monde à se renseigner sur ça parce que même. C'est vrai que quand on l'a fait, tout le monde a raisonné d'abord sur le cercle privé, en mode mais ma copine ou ma meuf elle est comme ça, en fait je comprends pourquoi elle s'énerve quand on fait ça, etc. Et sur ses potes, sur sa famille et sur le boulot. Et moi je pensais, quand tu nous avais commencé la formation, que c'était. J'étais très sceptique. Je pensais que c'était bullshit parce que je me disais, tu peux pas catégoriser les gens, on est tous uniques. Mais on est tous uniques. Hein. On est tous uniques, c'est vrai. Mais cette espèce de catégorisation. Des comportements. Des comportements, on précise, c'est une idée qui te rend mal à l'aise parfois. Mais quand tu vois à quel point c'est prédictible, parce qu'on se ressemble quand même tous dans beaucoup d'aspects, en fait, c'est un outil qui est très fort, comme tu dis, de tolérance et de communication, au point où Microsoft. Ils ont une pratique où ils mettent leur couleur sur le bureau. Du coup, quand tu arrives chez quelqu'un, à son desk, tu le connais pas, mais tu sais comment lui parler. Parce que notre CTO vient de Microsoft, donc il m'a raconté ce truc-là. Il m'a dit, moi je connaissais, quand je parlais à un mec, il était jeune, et je savais qu'il fallait pas que je communique de telle manière pour qu'il soit à l'aise. Il y a plein d'entreprises où les gens se présentent quasiment parfois avec leur profil. Ça fait peur aux autres, alors qu'en fait c'est juste un outil. Encore une fois, ça dit pas qui on est, ça dit comment on communique, ça c'est important de le rappeler. Et en fait, ça donne des clés pour mieux communiquer avec les gens. Et le procès qu'on fait à ce type de modèle, c'est le procès des cases. En disant, ouais, mais ça met les gens dans des cases. Sauf que les gens qui te disent ça, ils ont pas
attendu Processcom, le disque ou le Oui. Zodiac pour avoir des cases. Tout le monde en a. Donc nier qu'on n'a pas de cases, ça n'a pas de Mais sens. au moins, c'est pas des cases de jugement de valeur. Au moins Ça, celles-là, c'est elles top. sont juste sur du comportemental et pas sur ce Oui. qu'est la personne profondément. Et pour finir, je me souviens, on avait un qui était un des directeurs que tu as formé chez nous et était rouge, donc il était Type promoteur. promoteur, de type Dominant. promoteur. Donc c'est sa dominante, parce que comme on dit... Et en fait, dans le promoteur, il y a ce comportement d'épater, de vouloir épater les autres. C'était ça ou pas? En fait, en tout cas, le type promoteur, ouais, on peut le dire comme ça. C'est un peu raccourci, mais il aime bien qu'on voit qu'il est le plus fort. Oui. Et donc, il y avait sa belle-mère qui venait chez eux, et donc il devait les mettre bien. Et donc, il va chercher un énorme plateau de fruits de mer. Tu vois, il met les moyens pour l'épater. C'est Coco, ouais, je vais les éclater. Et oui, exactement. Et il arrive, et sa meuf avait déjà commandé des pizzas. Donc, elle lui enlève l'opportunité d'épater tout le monde, et il devient fou de rage. Et après la formation, il m'a raconté ça, il m'a dit, j'ai compris. En fait, elle m'a enlevé ce truc-là dont j'ai besoin. J'ai pas pu briller. J'ai pas pu briller, elle m'a enlevé, c'est pour ça que je me suis énervé. Et c'est de la forme, encore une fois, tu vois, elle a pas été contre lui sur un Non. truc de fond, mais ça a provoqué une querelle qui est inutile, en fait, tu vois. Mais le fait de vouloir épater, il n'est pas uniquement rangé dans la partie promoteur. Oui. Ça peut être par exemple la partie analyseur qui veut être parfait. Tu vois, François Cluzet dans Les Petits Mouchoirs qui veut leur montrer qu'il a la plus belle baraque et qu'il les rince tout l'été. Je m'en fous de ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive avec des amis, j'ai l'air de quoi maintenant? Et encore, si avec la pelouse. C'est pas du tout du type promoteur, c'est de l'analyseur, mais il veut montrer qu'il est parfait, quoi. Donc il y a plusieurs mobiles à la même action. Ok, parce que c'est lié à cette case d'enfance où tes parents te... Ça vient d'injonctions paradoxales, ça vient de ce qu'on appelle les messages contraignants. Alors ça, je ne veux pas être trop technique, mais c'est Eric Berne, le papa de l'analyse transactionnelle, qui les a mis à jour. Et ça vient effectivement d'injonctions paradoxales, soit d'être parfait, soit d'être fort, soit de faire plaisir. C'est ce que tes parents te demandent, contrepartie un peu de leur amour, Oui, quelque part. Alors je sais bien que dès qu'on parle d'amour conditionnel, ça fait hurler les parents, parce qu'ils disent, moi je les aime de manière inconditionnelle, mes enfants. Et bien On sait sûr, que c'est faux. mais on ajoute, bien sûr qu'on les aime de manière inconditionnelle, mais quand même par moment, ça serait mieux si. Et derrière ceci, il peut y avoir le fait d'être parfait, le fait de faire plaisir, le fait de ne pas montrer ses émotions et d'être fort, on en a parlé tout à l'heure, et ça conditionne nos comportements et notre mode de communication. Mais uniquement ça, c'est-à-dire que deux personnes qui ont le même profil en Processcom peuvent être totalement différents en termes de personnalité. De personnalité. Mais ils communiqueront pareil. Ils communiqueront pareil, et c'est dû à cette phase d'enfance. Et en fait, ce qui est fou, c'est que pour changer de type dominant, il arrive que les gens changent dans leur vie de type, c'est ce que tu as appelé les phases. Ouais. C'est des moments très forts où il t'arrive une dinguerie dans ta vie, un truc Oui. très très fort émotionnellement, donc dur, qui fait que tu peux switcher et passer à une autre... Et Alors- c'est là où les gens te disent, mais t'as changé, Ouais. et tu reconnais que t'es passé à une autre... Tu vas garder ta forme de com d'origine, tu vas garder ce qu'on appelle la base, hein, parce que le modèle représente l'individu sous la forme d'un immeuble. Oui. Et l'individu habite le rez-de-chaussée en permanence et après bouge dans ses étages grâce à un ascenseur. Et effectivement, tu peux créer un duplex ou un triplex, tu peux aller habiter d'autres étages. Et c'est des moments pas forcément simples parce que c'est souvent des événements négatifs qui le déclenchent. Et effectivement, tu peux croiser des gens qui ont vécu des changements. Et ils te parlent de leur vie un peu comme d'un millefeuille en disant j'ai eu une période où c'était vachement ça, puis aujourd'hui je le suis moins, puis aujourd'hui je suis plus là-dedans. Et de l'extérieur, quand tu les recroises après le changement, ouais, tu peux ne pas les reconnaître. Eux-mêmes, d'ailleurs, quand ils chantent, disent je me reconnais pas trop en ce moment. Waouh. Et c'est commun ou... Ouais, c'est commun. Ouais. C'est Il y commun. a plein de gens qui ont Ouais. eu au moins un switch comme ça. T'as 33% des gens en moyenne qui n'en ont pas fait dans le modèle. Oui. Et donc le reste, la complémentaire, qui en ont fait au moins un. Quoi. Dans la formation, on en avait une qui avait fait 4. Ouais, C'était assez exceptionnel, ça. ouais c'est une grosse dizaine de pourcents qui ont fait 4 changements. Mais elle reconnaît que voilà, il y a eu quelques événements de vie Ouais. hyper gros qui l'ont à chaque fois changé, quoi. C'est ce qui bluffe souvent les gens dans ce modèle, c'est que des fois ils nous disent mais comment l'algorithme sait voilà. Comment il a deviné? Comme Comment si il a c'était de la... Enfin, si c'était construit par la NASA, c'est un truc qui est pas totalement. C'est pas un test. construit et utilisé dans la vraie Ouais, vie. bien sûr. Bien sûr. Ah bah, quand Maguire est parti à la retraite, il a écrit un joli courrier à Tybee Keller pour lui dire que grâce au modèle Processcom, ils avaient évité 5 crises majeures. Wow, ok. Donc 5 crises majeures là-haut, c'est potentiellement des morts. Hein. Ça veut dire que... ouais. Donc, à retenir que la façon de communiquer a un rôle hyper Ouais, important. La forme, ouais. Elle peut créer des querelles qui servent à rien, elle peut créer des incompréhensions, Des inconventions. elle peut faire perdre de temps d'aller-retour. Et en fait, s'adapter au style de l'autre, le connaître et s'adapter, permet d'enlever une grande partie de ces incompréhensions
Et moi, je le vois tout le temps. Hein, comme tu disais, la question de est-ce qu'on a assez d'essence, ou la question de est-ce que combien il nous reste de mois pour vivre dans la boîte. La réponse de il nous reste 9 mois de cash ou on est très large, t'inquiète. C'est pas la même. Ça peut convenir à certains, mais pas à d'autres. Et pour finir, j'ai un exemple qui est assez frappant, c'est que il y a eu des crashs d'avions et en Corée du Sud en proportion anormale. Et ils ont, je sais pas si ça cadre direct avec les types dont on parle, hein, mais ils ont analysé toutes les boîtes noires en disant mais pourquoi les mecs sont très bien formés pour piloter des avions et ils ont beaucoup plus de crashs que les autres. Et en fait, ils ont trouvé que le rapport de hiérarchie là-bas était hyper sacré. Et tu pouvais jamais contredire en fait le mec qui est au-dessus de toi. Donc c'est purement une question de communication. Et en fait, ils ont eu des exemples un avion il y avait de la glace, donc ils étaient en train de dégivrer, je sais pas comment on dit, pour enlever la glace quoi. Et à un moment, le pilote, il se dit c'est bon, on est prêt, on va décoller. Et le copilote, il savait que c'était pas fini, qu'il fallait encore rester 30 minutes pour mais c'est pas senti autorisé. Ouais, et il lui a dit et donc le pilote demande au copilote, on est prêt, c'est bon, on peut y aller hein. Et l'autre tu dis ouais, je pense ouais. Et en fait, il a pas voulu le contredire. Et il savait qu'il allait à une mort certaine. C'est que le copilote, il s'est contenu. C'est dingue. C'est juste une question de communication qui a fait que l'avion a crashé entièrement. Ouais, on est aussi là pour le coup, on est aussi sur un problème de fond qui est une soumission à l'autorité qui fait que, tu l'as bien dit, ils ne se sentent pas autorisés à contredire la hiérarchie du dessus, quoi. C'est la limite de l'autorité d'ailleurs. Hein. Oui. Mais c'est une question de communication aussi parce que ça s'est joué dans les nuances. C'est-à-dire qu'il a voulu lui dire. Il lui a dit je suis pas sûr. Non, il a dit est-ce que tu es vraiment sûr qu'on devrait décoller? Genre, il a fait par la négative, tu vois, au lieu de lui dire je pense qu'on devrait vraiment pas décoller. Ce qu'on appelle en communication une dissonance en fait. Et idéalement, quand on est face à une dissonance verbale, on devrait l'identifier, mais on l'identifie pas toujours. Et donc là, le pilote, il a choisi de pas gérer la dissonance qu'il a ou pas entendue d'ailleurs. Oui. Ça, c'est un des apports du Crécy. Christian Lemoine nous disait toujours dès que vous dites tiens c'est marrant, dès que vous dites tiens c'est bizarre, c'est le début de l'intelligence qui pointe son nez. C'est-à-dire que vous avez vu un truc qui est dissonant, mais vous le traitez pas forcément. Et donc, quand je reprends ton exemple, si le second lui dit est-ce qu'on devrait vraiment décoller maintenant ou oui, je pense, normalement, quand on est pilote et qu'on entend ça, on doit traiter ça. Parce que c'est bizarre comme réponse. C'est pas une réponse tranchée et ferme. Est-ce que tu peux développer sur la dissonance La dissonance, en fait, la dissonance, c'est un périscope de l'inconscient. C'est-à-dire que dès qu'il y a un écart entre ce que vous vivez ou ce que vous pensez à l'intérieur ou ce que vous ressentez et ce que vous communiquez à l'extérieur, vous allez vous faire rattraper par votre inconscient et vous allez faire une dissonance. Je peux t'en faire une comportementale si je te dis je suis super content parce que je vais au théâtre avec ma fille ce soir. Et que ta tête, elle est comme ça. Et ma tête est signée, c'est une dissonance qui est totalement comportementale. Mais je pourrais te dire, moi, globalement, je suis plutôt content d'aller au théâtre avec ma fille ce soir. Et ça, on pourrait penser que ça n'est pas dissonant, sauf qu'il y a globalement et plutôt. Dans les mots. Qui ne sont jamais dits par hasard. Il y a des moments où, si ta copine te dit globalement samedi soir je t'ai pas trompé, je pense que tu vas entendre la dissonance. Oui. Ou si globalement c'est quand même chaud. Ou si elle te dit je suis une fille plutôt fidèle, tu vas l'entendre. Donc il y a des moments où on les entend, des moments où on les entend pas. Mais voilà. Et en l'occurrence, si je reprends ton exemple, mais j'étais pas là dans cet avion, mais la réponse du second, en tout cas, elle est dissonante. Donc il y a le second qui se sent pas autorisé à contredire, ou en tout cas à aller à l'encontre de son commandant de bord. Mais il y a le commandant de bord qui, normalement, dans ces métiers-là, doit traiter toute dissonance verbale. S'il dit est-ce que tu penses qu'il faut vraiment décoller, est-ce qu'on devrait pas attendre un peu, ou oui je crois, non on décolle pas avec oui je crois quoi. Mais demain t'as un sales qui va à un rendez-vous, une grosse négo, tu dis est-ce que t'es prêt pour demain, il dit ouais globalement ça devrait le faire, non t'y vas pas, on discute. C'est quoi le terme technique? C'est incongru, congruence. Oui, alors quand il n'y a pas de dissonance, on est congruent. L'inverse, toi qui es pianiste, l'inverse de la dissonance en musique, c'est la résonance. Et en communication, quand on a une communication qui est totalement alignée entre ce qu'on vit à l'intérieur et ce qu'on communique à l'extérieur, on dit, le terme technique, c'est qu'on dit qu'on est congruent. Quand quelqu'un n'est pas congruent, il y a une dissonance dans son comportement. Donc il dit quelque chose, mais sa tête dit autre chose. Oui, ou les mots ont des parasites du type globalement. Ou les mots, il y a des intrus du style globalement, alors que ça devrait pas du tout être un petit peu, presque, a priori, environ. Voilà. Et il y a un métier qui est le métier de simuler la congruence, c'est le métier d'acteur. Oui. Donc les gens vont te dire... Dans les nuances de la... ils rentrent dans un personnage qui n'est pas eux. Donc les gens vont te dire, Anthony Hopkins, il a l'air vachement méchant. Non, c'est Hannibal Lecter, faut pas te tromper. Anthony Hopkins, c'est un mec adorable. Mais le mec est tellement dedans que tu sais plus. Oui. Parce que eux simulent... Le métier d'acteur, c'est de simuler de la congruence. C'est de s'approprier des émotions qui sont pas les nôtres, des pensées qui sont pas les nôtres, et les jouer comme si c'était nous. Et donc ils doivent être congruents, ils doivent être homogènes. Ils apprennent à... Quoi. Ouais.
Et ce qu'on t'apprend quand t'es acteur, moi j'ai fait, pour m'amuser, un petit stage au cours Florent, et la prof te dit, arrête de demander comment tu vas le faire, mais demande-toi pourquoi tu vas le faire. Si tu te demandes pourquoi tu vas le faire, tu vas être congruent. Comment t'es dans l'acting, justement. Et on t'apprend à tout sauf à jouer. On t'apprend à ce que ça vienne de l'intérieur. Si tu joues, il y aura toujours une dissonance dans ton jeu. Ça se voit. Le public, il voit quand c'est joué. Alors que si tu te mets en condition d'être triste, en se rappelant des choses, tu vas vraiment pleurer, quoi. Exactement. Et ça, c'est... alors, tu nous avais montré une séquence de sportifs qui devaient aller à une finale, je pense, ou un truc comme ça, et peut-être olympique. Et l'intervieweur lui disait alors, tu te sens prêt, machin. Et le mec lui dit ouais, je suis très prêt, hein. Genre, mais en mode, ça se voyait qu'il était. Alors, il rate. Je sais pas si je peux nommer parce que la vidéo existe. Hein, mais tu peux, on la mettra après. On le coupe si tu voudras après, mais tu peux dire. C'est Laure Manodou juste avant Pékin, et elle est sur son blog. Et l'intervieweur lui dit c'est quoi tes objectifs pour les JO? Et elle dit dans les 3 courses où je nage, on va dire j'ai quand même assez de chance. J'aimerais bien faire 3 médailles, ça c'est un peu gros à demander, mais c'est vrai que dans les 3 courses où je nage, j'ai quand même, on va dire, assez de chance. Donc, Et elle commence en disant j'aimerais bien faire 3 médailles olympiques, et 15 secondes plus tard elle dit déjà me qualifier ça sera bien. C'est comme Hugo, il me dit normalement peut-être, je pense qu'on fera 1 million de vues. Inch'Allah. Après on fait 50 000. Non mais du coup cette congruence elle est importante dans la communication, parce que ça permet aussi de, en tout cas quand l'enjeu est quand c'est important, de faire attention à ces petits signes, de dire ok, est-ce que je dois pas creuser plus, ou est-ce que je me satisfais de la réponse qu'on m'a donnée parce qu'elle a l'air homogène, quoi. C'est pour ça que dès qu'on se dit tiens c'est marrant ou tiens c'est bizarre, c'est le début de l'intelligence qui pointe son nez, parce que le cerveau il a vu la dissonance. Tiens c'est marrant qu'il dise ça. Maintenant à toi de la creuser ou pas. Et voilà. Mais même dans les attitudes, tiens c'est marrant, Thomas il allume plus sa caméra en visio quand on fait des réunions, tiens c'est marrant, Vanessa elle prend plus son café avec tout le monde, elle vient plus déjeuner avec nous. Tout ça c'est des dissonances comportementales, verbales. On les traite ou on les traite pas. Ouais. Et plus tôt on les traite, probablement que plus le curatif sera court, quoi. Ça, c'était la partie communication qui, là, pour le coup, parle à vraiment tout le monde. Maintenant, on est tous amenés à un moment ou à un autre à gérer Bien sûr. une personne, un stagiaire, ensuite un peu plus. Une famille. Une famille. Tout le monde est... beaucoup de gens sont... Hein ? Un enfant, etc. Et il y a des gens, ils ont le leadership, ils l'ont. Comme si c'était un truc inné. Et tu le vois, par exemple, tu as des coachs sportifs qui sont là en mode ouais, vas-y, on va tout démonter, et ils enflamment leur équipe. Et tu en as d'autres qui sont très froids, qui arrivent, qui disent bon, toi, tu vas te focus sur ton coup droit, toi, tu vas tu vas être dans l'axe, toi, tu vas récupérer le ballon, etc. Et est-ce que cette image de leader, un peu comme dans les films, Gladiator et tout, est-ce que c'est ça les leaders, les managers très bons, en fait? Ouais. Alors, il y a 2 choses. Il y a le leadership et le charisme. Oui. Je pense qu'il y a quand même, avant même d'avoir la moindre technique, oui. Il y a des prérequis pour être manager. Il y a des trucs qui ne s'apprennent pas. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la posture. Mais il y a un prérequis qui est plus important que les autres, c'est que si on commence à vouloir embarquer des gens, quel que soit l'endroit, équipe de sport, entreprise, voilà, il y a quand même la... Alors je vais oser le mot, souvent il est contredit, mais faut un peu aimer les gens. Enfin, si t'aimes pas un peu les gens que t'embarques, ça va être compliqué de simuler justement de la congruence avec des messages positifs avec eux. Donc, c'est une souffrance pour toi au quotidien, quoi. Tu dis ? Ça va être une souffrance. Ah bah il y a plein de leaders ou de managers qui ont pris la charge de l'encadrement des équipes pour la plus mauvaise des raisons qui est la rémunération, mais qui au fond passer du temps avec les gens, faire des réunions, faire des entretiens, ça les fatigue. Et donc ça pourra pas se faire. Donc il y a une espèce de prérequis initial dans le leadership qui est de vouloir embarquer les autres, mais on peut pas embarquer des gens si on a un regard qui est négatif sur eux. C'est impossible. Oui. Donc il faut un peu, moi je dis les aimer, en tout cas les apprécier, je sais pas, chacun prendra le terme qu'il veut, mais ça c'est une condition qui relève pas de technique et qui relève pas de formation. Après il y a plein de techniques évidemment, parce que moi je forme à ça depuis 30 ans, mais il y a des prérequis, il y a le fait d'être humble, le fait d'être exemplaire, ça c'est des choses qui s'apprennent pas. On peut t'expliquer qu'il faut l'être, mais une fois qu'on te l'a expliqué, je sais pas entraîner des gens à être humbles, je sais pas entraîner des gens à être exemplaires. Par contre je sais entraîner des gens à faire des entretiens, à faire des réunions. Le charisme, la capacité à avoir des prises de parole qui sont convaincantes. On a effectivement, nous, une image qui est celle du tribun romain. Donc, c'est Bernard Tapie, c'est Macron, c'est notre projet, c'est Mélenchon, c'est qui tu veux, c'est des grosses voix. C'est Gladiator. Voilà. Oui. Moi, je crois que la première source de charisme, c'est pas les moulinets de la forme, c'est la congruence, justement. Et donc, il y a des gens qui ont des formes très ramassées,
avec des voix pas forcément très fortes, Oui. et qui sont hyper charismatiques pour embarquer des gens. Et puis, il y a des gens qui ont parfois des grands moulinets de forme, mais on n'y croit pas parce qu'il n'y a pas d'âme, ça parle pas de l'intérieur. Donc, moi, je vois quand je fais des formations à la prise de parole en public, le premier ils viennent pour Acteurs Studio, ils viennent apprendre à faire des grands moulinets. Et en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est... Et souvent, je commence par leur dire, prends-moi une passion dans ta vie et tu m'en parles 5 minutes. Et une fois qu'il a fini, je dis, pourquoi t'es là? Parce que quand tu parles d'un truc où t'es congruent, t'es hyper charismatique, en fait. Donc, la difficulté, c'est ça, c'est de... prendre le risque de faire une prise de parole pour embarquer des gens en tant que leader sur un truc que je partage pas au fond de moi, c'est t'as intérêt d'être un bon acteur. Ouais. Parce que sinon, c'est chronique d'un échec annoncé. Donc, ce qui fait alors, évidemment que la limite de ce que je raconte, c'est qu'il faut quand même un petit chouïa quand même de basique de forme. Faut un balayage visuel qui soit correct, une articulation qui soit correcte, il faut une hauteur de voix qui soit correcte. Mais il n'y a pas forcément besoin. Voilà. Et ça détend vachement des managers que je croise ou des gens que je croise qui pensent ne pas être charismatiques parce qu'ils sont pas dans le stéréotype du charisme au tribun romain, quoi. Oui. Et moi, je connais, il y a des gens, vous en connaissez aussi, qui ont des formes beaucoup plus ténues et qui sont hyper impactants. C'est quoi l'erreur la plus commune que font les managers? En fait, il y en a deux. Un manager qui prend une équipe, il peut faire 2 erreurs majeures. Soit il se dit, pour que ça délivre, pour qu'on m'obéisse, avec 2 guillemets, il faut que je sois dur. Pourquoi? Parce que l'image d'origine du manager d'entreprise, dans l'essor industriel, on est allé chercher des managers dans les usines. C'est-à-dire que les premiers managers d'usine, c'est des anciens, on est allé chercher à l'armée. C'est des anciens caporaux, lieutenants, sergents, qu'on a mis chef d'atelier, patron de l'usine, voilà, parce que c'est le seul endroit où il y avait des gens qui savaient encadrer. Donc, de tradition, d'origine, le management d'entreprise, il est descendant, il est directif. Et à l'école, c'était pareil. Hein. Et puis, dans les cuisines, c'est pareil. Tout le vocabulaire est resté. Dans la cuisine, on parle de brigade, de chef de rang, voilà. C'est connu pour être dur et sévère, quoi. Ouais, faut être descendant, dur et sévère. Bon, donc là, longtemps, les managers pensaient que c'était ça la norme. Et puis, tu as des managers qui, eux, notamment parce qu'ils ont un gros driver fait plaisir, se disent, moi, si je suis sympa avec eux, ça va délivrer. Donc en fait, c'est pas une, c'est 2 erreurs potentielles. C'est soit ils sont trop durs, soit ils sont trop gentils. Moi, j'ai passé, sur 30 ans, j'ai passé la première quinzaine de mon parcours à assouplir des trop durs. Et là, depuis plus de 15 ans, je bosse énormément dans le digital et dans les startups. Comme il y a eu un mouvement qui est sociétal, qui n'est pas lié à l'entreprise, mais dans la société, on s'est beaucoup assoupli dans les relations à l'école, dans la famille. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de copains à rendre un petit peu plus exigeants que de trop dur à rendre un petit peu plus valorisant. La vérité, elle est au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, pour ceux qui aiment ça, qui ont les prérequis de vouloir aider les gens et de les développer, il n'y a pas de bons ou de mauvais managers, il y a des managers incomplets. Donc ils ont les deux m'intéressent, c'est-à-dire que l'exigence un peu raide, un peu descendante du militaire m'intéresse parce qu'il sait dire non, il sait dire stop, il sait mettre en mouvement et il n'y a pas de mouvement sans exigence, c'est impossible. L'exigence, c'est pas un vilain mot, c'est pas un gros mot, hein. Sauf qu'on le confond avec agressivité, c'est-à-dire que les gens te disent mon chef il est super exigeant. Non, t'es en train de me dire qu'il est violent là. Donc il faut garder l'exigence du militaire et y associer la chaleur, la capacité de valorisation, d'enthousiasme du copain. Et c'est la synthèse des deux. Et donc, j'en croise, pour ceux qui sont faits pour ça, j'en croise des qui sont, première erreur, trop durs ou trop souples. Alors, ils déduisent souvent, il faut que je sois moins ça. Et en fait, on n'est jamais trop quelque chose, on n'est pas assez son contraire. Donc celui qui est trop exigeant, faut pas qu'il soit moins exigeant. Faut qu'il garde son niveau d'exigence, mais qu'il soit plus valorisant. Et celui qui est trop valorisant, que tu vois, je me rends compte avec ta formation que je suis pas assez exigeant, je dois être trop gentil, faut que je sois moins gentil. Non, d'abord tu pourras pas. Mais reste gentil comme t'es si tu veux, mais monte-moi le niveau d'exigence. Donc le management, c'est un équilibre subtil. On passe sa vie à trouver le bon avec toutes les personnes, parce qu'à chaque personne, c'est pas tout à fait le même ratio, mais de bienveillance, de gentillesse, de valorisation et d'exigence, de fermeté. Et c'est ça qu'il faut trouver tout le temps. Et Didier Deschamps, tu le mettrais où? Didier Deschamps, ça fait partie des grands dans le cocktail, dans la réussite du cocktail. Alors, il a beaucoup appris de son parcours à Monaco quand il était entraîneur. Okay. Et puis, il a beaucoup appris, il est biberonné. C'est amusant de regarder avec le recul les causeries de Jacquet dans Les yeux dans les bleus, parce que t'en as un qui boit ses paroles, entre autres. Les joueurs sont très attentifs aux causeries de Jacquet dans Les yeux dans les bleus, mais Deschamps, il le vampirise. Et puis, Deschamps est déjà, tu le vois dans Les yeux dans les bleus, il est déjà, le capitanat, c'est l'antichambre du management. Et on le voit déjà dans les vestiaires, dans Les yeux dans les bleus, il parle à Thierry Henry, il parle à différents joueurs pour leur dire un peu comment ils devraient approcher leur scène d'attaque. Donc, il est déjà un leader positif. Il est censé être le relais d'ailleurs de l'entraîneur auprès des joueurs sur un certain nombre de choses. Et donc, lui a le bon équilibre
valorisation. Il y a une scène un peu incroyable à la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée. Après les phases qualificatives, ils ont mis un bordel total dans l'hôtel et ils étaient dehors avec les extincteurs. En fait, c'était la folie. Et là, Didier Deschamps arrive, il est furieux, il est très très en colère. Et ils sont face à lui. Et là, ils se disent, parce qu'il est connu quand même aussi pour être exigeant et savoir recadrer. Et donc, ils se disent, on va se faire défoncer, quoi. Et là, il les regarde. Et il fait demi-tour et il dit rien. Et il s'en va. Et les joueurs ont pris ça pour un recadrage. Et lui dit, là, pour le coup, c'est l'ancien joueur qui a pris le pas. Ils sortent des phases qualificatives. En vrai, je comprends totalement qu'ils aient fait n'importe quoi et qu'ils aient fait la fête. Empathie avec eux. Et donc, j'ai pas le courage, j'ai pas la foi, j'ai pas le déclic pour les recadrer. Mais en fait, son demi-tour silencieux... Il a fait un peu le job. Il a fait le job. C'est ça qui est génial. C'est que les gens disent, oh là, on a vexé le coach, on l'a déçu. Donc ils sont rentrés un peu penauds dans leur chambre et lui dit c'est parce qu'en fait je me suis dit je suis un ancien joueur, je peux comprendre ça. Mais, et un autre qui me semble très mystérieux dans son style, c'est Zidane. Est-ce qu'on a des éléments pour savoir comment il est en mode coach? On a des vidéos de ses causeries notamment au Real. Oui. En espagnol en plus, t'imagines? Ouais. Chaud, quoi. C'est toujours un peu compliqué pour moi de parler de Zidane parce que il y a un truc que je lui pardonnerai jamais, mais comment? Pardon. Non, ça c'est les mêmes cheveux que toi, il a dit. Tu sais que j'ai une photo avec lui où franchement on dirait deux frangins. On lui pardonne. Allez, on peut lui pardonner Zidane quand même. Ça n'est pas pardonnable. Mais on peut comprendre. Par contre, je comprends totalement le geste, mais je pardonne pas. Mais bon. Ouais, il semblerait. Tout le problème, c'est qu'on n'a pas les yeux dans les bleus pour tous les entraîneurs. Il nous faudrait de la matière. Oui. Donc voilà, la vraie matière, c'est ce qui se passe dans les vestiaires. Hein. Parce qu'en fait, on a tendance dans ce pays parfois à juger des gens pour un métier qui n'est pas le leur. On a brûlé Jacquet sur l'autel de la communication parce qu'on a jugé la qualité de son métier à sa façon de répondre à la presse, ce qui n'est pas son métier. Et quand on voit les yeux dans les bleus, on fait mais quand il parle aux joueurs, il a vachement de charisme. Bah oui, c'est son job là pour le coup. Donc d'ailleurs, il avait eu un prix en fin d'année 98 par un grand magazine de communication. Et quand il est venu récupérer son prix, il a dit vous êtes gonflé quand même, hein, parce que vu ce que j'ai lu sur moi dans l'année, de me sacrer grand communicant, vous avez vraiment pas de visage. Mais donc Zidane, si tu vois ses interviews, tu te dis waouh, on est là pour le coup, on est sur un bon exemple de charisme avec une forme extrêmement ténue. Oui. Voilà. Très introverti. Ouais, mais très dense. Oui. Très très dense. Il parle beaucoup, il parle avec ses tripes, il parle avec son cœur, voilà. Et donc non, en tout cas, moi je vais juger sur le papier. J'ai que ça comme indicateur et 2-3 causeries que j'ai dans mon ordinateur que j'ai récupéré sur YouTube où je trouve que l'exigence est bien formulée. Je pense qu'il a le même avantage dont on parlait d'Orelsan tout à l'heure. Je pense qu'il est majoritairement plutôt imagineur et donc une forme de charisme très calme, très posé. Et en tout cas dans les causeries qu'on voit sur YouTube, il est impactant par quelque chose de très calme. Et de très posé. Le problème, c'est que souvent les causeries qui font du buzz, c'est celles qui sont très exacerbées, comme l'entraîneur d'Afrique de Saoudi, Arabie Saoudite, d'Arabie Saoudite, qui est argentin, qui leur a dit vous savez, ma mère, elle est dans les gradins, elle regarde ce match. Et là, c'est tout le pays qui vous regarde. Vous devez absolument gagner, etc. Il leur met une pression gigantesque. Il leur dit vous devriez faire des selfies avec Messi parce que vous êtes il leur dit exactement. C'était contre l'Argentine. Il leur a dit. C'est en train des femmes aujourd'hui. C'est un Belge, je pense, ou un Français. Renard, il s'appelle, non? Ouais. Il avait les cheveux un peu longs. Et alors ça, voilà, la causerie de Pogba dans les vestiaires avant la finale de la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée, elle est pourrie. Les gars, on est peut-être à 90 minutes d'écrire l'histoire. 90 minutes. Un match. Elle a fait le tour du monde, mais elle est qu'en pression d'enjeu. Il leur dit les gars, l'Euro contre le Portugal il y a 2 ans, on l'a encore en travers. Ce soir, on marque l'histoire. Il faut une pression d'enjeu de folie, alors que c'est surtout pas ça qu'il faudrait dire. Donc souvent les causeries qui font le tour de la planète sont plutôt très flamboyantes, spectaculaires, pas forcément très pertinentes sur le fond. Zidane, c'est moins spectaculaire, mais ça me paraît plus dense sur le fond. C'est vrai que Zidane, c'est calme en apparence, mais pareil, ça bouillonne à l'intérieur. D'ailleurs, le coup de tête, ça montre que il a débordé. Tu ne voyais aucun signe sur Zidane juste avant. C'est qu'il est passé à l'acte comme ça. Il a switché. Alors que si c'était pas un imaginaire, on aurait vu, il se serait un peu emporté et après il l'aurait fait, quoi. Mais c'était quelque chose. Dans la suite logique de ce que tu dis, tu parles de recadrage. Ouais. Et en fait,
Le recadrage, là, depuis tout à l'heure, c'est comment Didier Deschamps va recadrer, comment Zidane devrait le faire, etc. Or, c'est un des actes, entre guillemets, pour parler technique, de management les plus durs. Même avec les enfants. Même avec les enfants, et le plus important, comment recadrer dans le couple, ton pote, ton collègue, les gens que tu manages. C'est très dur parce que, comme tu dis, l'équilibre entre je suis trop sévère, je les engueule, et puis tu as cette technique que je déteste de sandwich, où tu commences, tu dis viens, on va parler, 5 minutes. Déjà, quand on te dit viens 5 minutes, est-ce que je peux te parler, c'est déjà flippant. Après, on te dit, on commence par un compliment, on glisse la critique ou le recadrage, et ensuite, à la fin, on finit sur un truc positif. Et ça noie complètement le message, quoi. Le problème, c'est que le sandwich est devenu l'outil de management pour tout faire. Oui. C'est-à-dire, si on bricole ensemble et que je te dis passe-moi un outil, tu vas me dire lequel. Tu veux scier, tu veux planter, tu veux visser. Et c'est pas le même outil. En fait, le sandwich est un outil qui correspond à un acte de management. En fait, en management, tu as 3 grands actes. T'es que content, tu as des trucs à améliorer, des trucs qui vont pas, et puis tu as un comportement à supprimer. Donc tu as des temps qui sont que positifs, des temps qui sont hybrides plus-moins, c'est le sandwich, et puis tu as le recadrage. Un recadrage, un flic il commence pas par te faire un compliment. Enfin si, des fois ils le font d'ailleurs, putain elle est belle votre bagnole, tu crois que tu vas t'en tirer, et puis derrière tu as un ascenseur émotionnel, parce qu'il te dit par contre c'est un couloir de bus. Donc, c'est du cynisme. C'est du cynisme. Mais ou de la vengeance. Donc ouais, effectivement, un recadrage n'est pas censé contenir de messages positifs. Et d'ailleurs, parfois, les gens nous posent des questions insolubles en formation en disant « Mais comment tu recadres sans démotiver ?» Il n'existe pas ta question. Quand tu recadres, tu fais à l'instant où... Alors, si tu fais la gueule 6 mois après, c'est que tu as vraiment raté ton recadrage. Mais à l'instant où tu fais un recadrage à un enfant ou à un collaborateur, dans l'instant, il n'est pas content, il n'est pas heureux. Et un recadrage ne peut pas, par essence, contenir de messages positifs. Donc le sandwich n'est pas un outil de parce que c'est pas congruent pour le coup, c'est pas homogène comme. Oui, et puis c'est de commencer par du plus pour faire passer le moins sur un recadrage, sur un débrief, c'est utile de dire voilà quand je regarde ton rendez-vous commercial, il y a ça qui va, et puis ensuite on va travailler ce qui va pas. Mais là c'est un bilan, quoi. On veut augmenter la performance de quelqu'un, on veut augmenter sa compétence. Dans un recadrage, on veut supprimer un comportement. C'est pas le même objectif. Oui. Planter, visser. Il y a 2 objectifs différents, donc 2 outils de fait différents. Donc, quand tu es content, c'est une valorisation. Une valorisation où tu profites du fait d'être content. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas de compliments, même si c'est pas forcément du compliment, mais qui ne disent pas quand les choses sont bien. Oui. Or, c'est une occasion incroyable pour augmenter le niveau d'énergie, redynamiser la personne. Et qui sont vénères que quand les choses vont mal. Et t'as des gens qui n'osent pas, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont jamais été... destinés à être un manager, et d'un coup ils ont 2 mecs dans la patte et ils doivent les diriger. C'est justement les 2 opposés qu'on décrivait tout à l'heure. C'est-à-dire que le copain, il va avoir du mal à être exigeant et à recadrer. Mais il va se dire quand ça va. Le petit chef, lui, il va voir que ce qui va pas et il va recadrer tout le temps et trop. Et tu dis que quand il faut faire l'un, tu fais que l'un bien. Idéalement, oui. Et quand c'est l'autre, et donc moi ce qui m'avait frappé, c'était d'imaginer ton équipe en niveau d'énergie. Ok, donc tu te dis, quand je gère une équipe, ou même si tu as des gens qui font du BTP chez toi, des travaux, ils ont un certain niveau d'énergie, et soit si tu es mauvais, tu défenses ce niveau d'énergie, et tu le baisses, et ils sont encore moins bien que si tu n'étais pas là, et soit tu l'augmentes, et tu le favorises, et tu les gardes en haut niveau d'énergie. En fait, maintenant, j'imagine toujours ça, quand je suis dans une équipe, et c'est vrai que quand tu as un truc qui est bien qui se passe, et que tu en profites pour valoriser, c'est une occasion incroyable pour remonter le niveau d'énergie. Par contre, c'est vrai que si tu dois recadrer, là, en fait, on baisse le niveau d'énergie. Mais on l'admet, on le sait. On le sait. Mais c'est pour corriger un comportement futur et que ça se passe mieux dans le futur, quoi. Ce qui compte, c'est qu'il y en ait plus de l'un que de l'autre, c'est tout. Qu'il y ait plus de sources d'énergie que de consommation d'énergie. Mais on ne peut pas manager quelqu'un sans jamais recadrer des choses. C'est impossible. Il y a toujours des trucs à recadrer. Et quand tu disais que quand tu as en tant qu'un leader qui est très charismatique, pour lequel on a trop envie de bosser, même s'il est mauvais dans son management, il y a une énergie qui vient naturellement du fait qu'on est en train de bosser avec lui, qu'on a beaucoup d'admiration pour lui, ou pour sa mission, ou pour ce qu'on est en train de faire. Ça va venir de sa passion. De sa passion à lui. Donc même s'il est mauvais dans la communication management, mais s'il est passionné et qu'on... On pardonne plus à un manager passionné. On le pardonne plus, ouais. Mais passionné, ce que j'appelle passionné, c'est quelqu'un qui adore le métier des gens qui l'encadrent. Ok. J'ai un expert comptable un jour en formation qui me dit « Ouais, t'es mignon, management, motivation, tout ça. Enfin, moi, mes mecs, ils tartinent du paplard toute l'année, comment je les motive ?» C'est mort. C'est-à-dire que si t'as pas un profond respect pour le métier des gens que t'encadres, tu peux pas les manager. Okay. Ça, c'est un prérequis. Tout à l'heure, j'ai dit aimer les gens, j'aurais dû rajouter aimer les gens et ce qu'ils font, leur métier. Et donc, quand un manager est très passionné par le métier,
Si Il tu peut dénigres le métier, c'est mort. Si tu Ah, dénigres, c'est impossible. Tu peux pas manager des gens si t'as pas un profond respect pour ce qu'ils font. Et donc, quel que soit le métier d'ailleurs. Et moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai croisé en 30 ans des dizaines et des dizaines de métiers extrêmement variés. Et s'il y a un truc que j'ai compris, c'est qu'il y a aucun métier inintéressant, il y a aucun métier pas passionnant. Même un truc à la chaîne. Ah, bien sûr, oui. Oui. T'as cette vidéo qui est hyper satisfaisante où il y a un mec qui doit empiler des... Qui ouvre des caisses là. Ouais, qui c'est ouvre un des TikTok. caisses. Il y en a plein. Où des mecs, tu sais, ils ont développé une technique, donc tu as une chaîne qui marche, et tu as des gens qui à la main doivent, par exemple, mettre un truc sur... Et tu as un mec qui a développé une technique où il fait juste ça, tac, tac, il les jette, et ça rentre. C'est un champion du monde de sa catégorie. Ouais, et en fait, tu te rends compte qu'il y a des passionnés dans tout. Même dans le truc d'empilage de caisses, c'est incroyable. Et quand il le fait, même, il y a une beauté dans son geste. Tu vois, il y a une certaine grâce. On va en mettre une pour illustrer. En fait, ce qui paume les gens, c'est leur propre projection. Moi, je le ferai pas. Il se projette à ta place. C'est pas parce que tu le ferais pas que tu as le droit de décider à la place de la personne qui le fait que ce métier a pas d'intérêt. Et moi, j'ai croisé des gens qui font des métiers socialement extrêmement dévalorisés, qui feraient pas autre chose et qui adorent leur job. C'est fou. Ça, on le réalise pas. Et qui feraient pas autre chose. Comme quoi, par exemple? Le plus classique, c'est hôtesse ou hôte de caisse. Il a fait caisse. Il y a des hôtesses et des hôtes de caisse qui font ça ponctuellement dans leur vie pour gagner de l'argent. Ok, bon bah ça c'est juste un job alimentaire. Oui. Et puis il y en a, c'est toute leur vie. C'est vrai. D'accord, bah, ceux pour qui Ils sont obligés peut-être. Ils sont obligés, mais ils ont fini par trouver une cohérence. Je vais le dire autrement, et ça reviendra par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu prends il y a deux métiers où il n'y a pas de plafond de diplôme. C'est la vente et la restauration. Oui. D'accord. Tu prends deux serveurs qui rentrent de manière alimentaire pour être serveur dans un restaurant. Tu prends deux personnes qui rentrent pour être hôte de caisse dans un hypermarché. Et tu prends deux personnes qui rentrent vendeurs dans n'importe quel magasin. D'accord. Et tu les retrouves 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, t'en as un qui est toujours serveur et qui est épuisé, et t'en as un qui est devenu directeur adjoint. 5 ans plus tard, t'en as une qui est devenue chef de caisse ou chef de secteur caisse, et chef de secteur caisse dans un hyper, c'est plusieurs centaines d'hôtesses, ou t'en as un qui se retrouve directeur régional après être passé directeur de magasin dans un réseau. C'est quoi la différence à chaque fois entre ces deux binômes? C'est le regard managérial, on évoquait tout à l'heure, il n'y a pas de motivation, c'est un regard qu'ils ont croisé. C'est-à-dire qu'il y en a, à chaque fois, ils te racontent la même histoire. Ceux qui ont grandi, qui sont devenus directeurs de restaurants ou qui ont cranté, ils ont croisé quelqu'un qui aimait le métier, qui leur a fait aimer le métier et qui les a accompagnés pour qu'ils grandissent sur ces métiers-là. Et ceux qui continuent aigris, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir ce regard-là. C'est que le regard de l'autre qui compte. C'est le regard du manager. Tu peux entrer dans un job de manière alimentaire, mais tu peux y rester de manière passionnée. Et ce qui fait que tu vas passer de alimentaire à passionné, c'est le regard qu'on va porter sur toi et sur le métier. Certes, mais les deux mecs qui ont le même chef, qui est passionné, qui machin... Ah non, ils n'ont pas le même, justement. Ils n'auront pas eu le même. Non, mais imagine, ils ont le même. C'est pas les deux, forcément deux qui vont aimer aussi. Hein. Il y a une appétence aussi à aimer. Oui, mais parce que en management, on n'a pas une obligation de résultat, on n'a qu'une obligation de moyens. Donc les deux. Alors, si pour le coup, on imagine que c'est les deux qui ont eu le même chef, les deux serveurs qui ont eu le même chef, celui qui va finir directeur adjoint ou chef de rang ou maître d'hôtel par rapport à celui qui restera que serveur, ce que le regard du manager va télescoper sur un des deux, c'est le manque d'estime de soi, le manque d'ambition et le fait que la personne ne veut pas grandir. Pas la même perception qu'on aura tous les deux avec le même chef. Et oui, parce que en fait, tout à l'heure je disais, on a une obligation de moyens. Alors, si c'est le même manager très accompagnant, très motivant pour les deux, il va donner la même chose aux deux, mais il y en a un des deux qui n'a pas envie. La limite du management, c'est l'autre. Hein. Oui. Tu fais grandir l'autre à hauteur de ce qu'il a aussi envie, lui, de grandir et de se développer. Et donc, il y en a peut-être un des deux qui aura moins d'appétence, moins de projets de vie, moins d'estime de lui-même pour grandir, s'autorisera moins la conquête. Et ça, tu peux rien, parce que ça vient de très long, d'il y a très longtemps. Mais tu auras fait ce qu'il faut. Tu as fait le job. Et en fait, il y a un truc qui m'a fasciné dans les actes d'un manager, c'est quand tu veux réénergiser quelqu'un, donc tu as identifié que son niveau d'énergie était bas, etc., ou que tu veux juste le booster. La technique, c'est quand tu lui parles, c'est pas de le rebooster en faisant des grands discours, en disant t'inquiète, notre mission, on va tout défoncer, etc. Ce qu'on voit dans les spectacles, mais des trucs spectaculaires, mais c'est plutôt de l'écouter. Ce qui est contre-intuitif parce que quand tu me dis vas-y, rebooste-moi ce mec, il est un peu faible en ce moment, je vais lui faire un discours. Tu vois, je vais même pas lui laisser parler. Alors qu'en fait, il faut que tu te taises. Quand quelqu'un réussit un truc, la première chose qu'il fait, c'est de chercher quelqu'un qui est important pour lui, à qui le raconter. Voilà. Donc, mais s'il est introverti,
Parfois, il faut le faire parler. Il y a des techniques pour faire parler quelqu'un, ne serait-ce que de se taire déjà, créer du silence qui fait qu'il y en a deux qui est obligé à un moment donné. Mais oui, bien sûr. En fait, j'en parle dans une vidéo là, que j'ai fait sur LinkedIn, qui sort bientôt, mais il y a un hiatus en fait. Moi, depuis 30 ans que je fais ce job, la part de compliments exprimés par les managers, elle a explosé. C'est une exponentielle. C'est-à-dire que les managers font X fois plus de compliments. Les compliments. Pourquoi ? Parce qu'on s'est américanisé, on a chopé ça des ricains, la capacité à dire le positif. Alors eux le disent mal parce qu'ils le disent sur lettre et que normalement un message managérial il n'est pas sur lettre, il est sur un fait. Mais en tout cas ils le font. Donc nous on a chopé ça. Moi quand j'écoute mes enfants discuter, ils sont hyper positifs, ils verbalisent tout le temps des tas de mots positifs sur le moindre truc. Ouais, super, top, génial, voilà. Bon, donc ça on sait faire. Moi j'ai eu longtemps le frein de managers qui me disaient je peux pas. J'ai pas été élevé comme ça, j'ai jamais entendu mes compliments de ma vie, je peux pas. Tu sais qu'en France, avant, c'était je peux pas dire que c'est génial. Je peux pas. C'est pas mal. Il te dit c'est pas mal. Le max. On est les champions du monde de la litote pour les compliments. On fait que des compliments avec des formules négatives. C'est pas mal, c'est pas inintéressant, c'est pas mauvais. Voilà. Le négatif pour le compliment, c'est dingue. Ouais. Hein. Ah bah il y a mieux, il y a des managers qui avaient quand même inventé la valorisation par l'indifférence. C'est tous ceux qui te disent, ben moi ils savent quand c'est bon, je dis rien. Voilà. Et donc, le nombre de compliments a explosé. Par contre, dans toutes les enquêtes, les Great Place to Work, les Happy at Work de France et de Navarre, dans tous les baromètres d'entreprise, tu as une attente qui baisse légèrement, c'est le besoin de reconnaissance. Donc si le compliment augmente, mais le besoin de reconnaissance, il est toujours aussi attendu, c'est que le compliment n'y répond pas. Le compliment aurait dû suivre l'exponentielle inverse. Parce qu'on sait que c'est fake. Quand quelqu'un te vient de te complimenter. Ah non, c'est pas parce qu'on sait que c'est fake, c'est parce que c'est pas aussi nourrissant que ce que tu as dit qu'elle écoute. Et donc quand quelqu'un fait un... Le compliment ne tient pas compte de l'investissement. Tu fais un truc qui t'a pris 1 heure, je te dis génial ton truc. Ok ? Tu fais un truc qui t'a pris 2 jours, je te dis au fait, Rassem, génial ton truc. T'as génial ton truc pour 1 heure au point là. Alors que quand t'écoutes quelqu'un, il n'y a pas moins démagogique pour le coup, parce que tu sais de quoi tu parles à la fin. Donc tu feras un compliment, mais en connaissance de cause à la fin. Et donc ce qui donne le plus d'énergie à quelqu'un, c'est de l'écouter. Sauf que le manager, quand il l'écoute, comme il a le sentiment, à tort, d'être passif, de ne pas être opérant. Oui. Il n'y a rien qui donne plus d'énergie à quelqu'un que de l'écouter. Et donc tu peux trouver des gens qui disent bah moi j'ai bien vu que mon boss il a fait un stage de management positif parce que c'est bon, on a X compliments par réu, voilà. J'ai jamais croisé quelqu'un qui va te dire arrête parce que tu m'écoutes trop. Hein. Non. Voilà. Au contraire, c'est vrai que c'est là où tu te sens valorisé. C'est l'attente numéro 1. Et tu disais qu'il y avait un moment clé. Quand tu parles, tu le fais parler, il est introverti, tu essaies de le faire parler à des techniques, etc. Et à un moment, tu sais que ça a cliqué quand il va te dire « et ça, j'en suis fier ». Ouais, en fait, quand tu écoutes quelqu'un, les premières minutes d'écoute sont toujours un peu effortantes parce que ce qu'il te livre au début n'est pas le plus intéressant. Tu dis à quelqu'un, t'es parti en vacances, j'étais encore, c'était où, Boniface, ok, c'est sympa, ouais, il a fait beau, tu vois, bon, ok. C'est les salamalek, quoi. Exactement. Par contre, si tu creuses, au bout d'un moment, tu vas avoir... en fait, quelqu'un a besoin d'attendre, de vérifier s'il est suffisamment écouté pour confier la partie la plus importante pour lui. Il va pas commencer par le plus gros. Il va pas commencer. Ouais. Donc sur une passion, ce qui va sortir à la fin, c'est l'émotion. Il va pas commencer par te dire et à Boniface, au lever du soleil, j'avais une émotion sur les remparts, il va pas de commencer par ça. Oui. Et sur un succès, c'est effectivement la fierté. C'est-à-dire qu'il va te dire à la fin, non, puis là où je suis particulièrement content, c'est que. Et quand ça c'est sorti, ça veut dire que ta valo elle est faite. Et sur un problème, c'est la cause. C'est-à-dire au bout d'un moment, là où j'ai merdé, c'est. Et sur une démotivation, c'est la cause. Il va te dire, bah, parce que si tu veux. Les gens commencent sur des problèmes, ou sur des choses perso, ils vont commencer par des phrases du type si tu veux tout savoir, pour être totalement honnête, pour dire la vérité, alors je vais te dire. Ça veut dire qu'on a atteint le fond. Et là, il va dire, en fait, mon problème, c'est ça. Ça, c'est quand quelqu'un est particulièrement démotivé dans ton équipe. Par exemple, ouais. Et tu veux essayer de détecter qu'est-ce qui va mal. Mais il va pas te le dire au début. Mais tu dois le faire parler suffisamment et l'écouter jusqu'à arriver à ce point. Ouais. Donc au début, c'est du bruit, c'est du parasite. Et à un moment, il te dit, bon, ok, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai quitté ma pour ça, copine. Pour ça, il faut avoir bien creusé avant tout ce qu'il a à dire, avec des relances. Et cette capacité d'écoute, c'est vrai qu'on l'a pas facilement parce qu'on a l'impression qu'on ne fait rien. Alors qu'en fait, on fait tout. Et c'est vrai que quand moi je l'ai réalisé, ça a complètement changé ma... Et en fait, c'est moins fatigant en plus. Faire des discours, c'est épuisant et tu sais même pas si ça marche parce qu'il va faire... Il va hocher de la tête, tu vois. Alors que quand il s'exprime, au moins tu sais qu'il a atteint un certain point, qu'il a... S'il y a des gens qui vendent ça depuis des dizaines d'années, plusieurs dizaines d'euros les 45 minutes de l'écoute active, qui sont les thérapeutes et les coachs, c'est peut-être pas par hasard hein, si ça vaut ce prix-là. Ouais, clairement. Donc ça, c'est la partie... Ça, c'est les axes de management pour rappeler, qui sont des moments clés et qu'on n'est pas formé à faire, en fait. C'est vrai que quand on sait comment... heureusement, sinon moi je serais à la pêche. Hein. Oui, exact. Si on savait... En fait, moi, quand j'ai commencé à dérouler ces formations-là,
j'ai vu que ça a décoincé beaucoup de managers qui étaient effrayés face à de nouvelles situations. C'est que quelqu'un, tu dois le recadrer, c'est la première fois, ou plutôt c'est un recadrage de très gros enjeux. Tu perds tes mains, tu sais pas c'est quoi la notice, comment je fais en fait, je commence par quoi, est-ce que je dois gueuler, etc. Une fois que tu sais qu'il y a un process qui a fait ses preuves, t'as pas improvisé. Déjà, tu te décontractais. Et un autre truc qui est vachement important dans tout ce qu'on dit là, c'est cette pression que tu disais tout à l'heure sur l'enjeu et le fait de dire aux gens, si on fait pas ça, on va couler, c'est le truc le plus important, on doit absolument le réaliser parce que... Et mettre cette pression, tu sais, quand on a un examen, parfois on s'écroule devant la pression alors qu'on est préparé, Ouais. parce que c'est pour nous l'examen de notre vie. Et parfois, quand c'est un examen qui n'est pas hyper important pour nous, on ne vient pas préparer et bam, on a 20 sur 20. Parce qu'on n'est pas paralysé par cette peur. Et il y a des managers qui vont parler que de l'enjeu, en disant, c'est la première fois qu'on arrive en finale, les gars, tout le monde nous regarde, toute la ville. Là, je voyais Lille était en quart de finale. Et j'entendais les commentateurs dire c'est le match le plus important de Lille, de l'histoire de Lille. Et en fait, je me dis wow, les pauvres joueurs, s'ils entendent ça, ils vont complètement être paralysés parce que toute la ville, pour eux, c'est le seul moment où ils sont arrivés en quart et peut-être pour les 20 prochaines années, tu vois. Au moment des tirs au but sur la demi-finale de la dernière Coupe du Monde contre je sais plus quelle équipe, ils ont mis des micros au-dessus du groupe de joueurs et Mbappé dit aux joueurs les gars, c'est un geste technique, on sait le faire, c'est juste un geste technique. C'est juste comme un si on geste était en répétition. technique, ouais, pour une séance de penalty. Et nous, on a un bon gardien, on a Steve, et puis que vous le marquez pas, ce sera pareil après. Donc il enlève de la pression de l'enjeu. En fait, effectivement, on confond deux choses. On confond le stress et le trac. Le stress, c'est une angoisse sur le résultat. C'est la peur de ne pas y arriver ou la peur d'échouer. Celle-là, elle est inhibitrice. Elle l'empêche d'agir. Le trac, c'est une angoisse sur la méthode. C'est la peur de ne pas savoir faire. Donc, le geste technique. Le geste technique. Et donc, la proportion idéale des deux, pour faire une performance, c'est d'avoir grosso modo un tiers de pression de résultat et 2 tiers de pression sur la méthode. Alors, il faut que le résultat soit quand même une pression un peu. Oui, mais en sport de haut niveau, par exemple, il n'y a même pas besoin. Parce que faire un briefing avec des joueurs avant une finale pour dire les mecs, il faut gagner, sans blague, parce qu'on est là pour perdre. Donc ça n'a aucun intérêt. En fait, quand le manager met de la pression sur le résultat, il fait des incantations. Il se rassure lui-même. Et les gars, il faut gagner, il ne faut pas lâcher. Là. C'est pour lui, quoi. Mais c'est pour lui. Mais ça stresse tout le monde. Et donc, en fait, si vous voulez avoir des beaux carnets scolaires avec des bonnes notes, il faut des beaux cahiers scolaires. C'est-à-dire que la pression, c'est avec du joli comment qu'on a du beau combien. Donc, il faut mettre la pression majoritairement sur le comment. C'est-à-dire que je m'en fous que tu aies le bac. Mais montre-moi ton planning de révision. Parce que sans planning de révision, c'est impossible que tu l'aies. Montre-moi le moyen d'arriver. Exactement. Alors, ça peut être le planning de révision ou autre chose. Je ne suis pas dogmatique du planning de révision. Mais ce que je veux dire, c'est que la difficulté, c'est de trouver le joli comment qui mène au combien. Ce que tu disais, c'est la pression sur le jeu et pas sur l'enjeu. Et pas sur l'enjeu. La pression sur le jeu, elle génère la peur de ne pas savoir faire. Moi, je le vois physiologiquement quand par exemple, si j'ai une conférence à faire, donc un événement un peu stressant devant X dizaines de personnes, tant que dans ma tête, je me dis, j'espère que je serai bon à cette conférence, je suis stressé. À partir du moment où je l'écris en entier, toute la conf, je passe, mais physiologiquement, de la peur de ne pas y arriver à la peur de ne pas savoir dire tout ça. Ce qui est beaucoup plus gérable. C'est le trac, ça disparaît dans l'action, le trac. Il y a une élève de Sarah Bernard qui lui avait dit « Maître, je suis contente parce que quand je monte sur des planches de théâtre, j'ai pas le trac. » Et elle lui avait répondu « C'est pas grave, ça viendra avec le talent. » Donc, le trac est une angoisse sur la méthode. Et donc, les bons coachs ne parlent jamais de résultats, mais parlent du comment. Fais juste ça. Et vous regardez toutes les causeries de Jacquet dans Les Yeux dans les Bleus, il est jamais sur le résultat. À chaque match, il leur donne la clé du match. Il leur dit ce soir, ça va se jouer là-dessus. Il donne 1 ou 2 tactiques. Et la plus emblématique étant celle du Brésil où il dit j'ai regardé la demi-finale, ils sont assez dilettantes dans les coups de pied arrêtés, il n'y a pas une grosse rigueur de marquage, essayez de les provoquer, essayez de les bousculer. Normalement, c'est Zidane qui tire les corners, pas ce soir-là parce qu'il est grand. Et c'est pas un grand buteur de tête. Mais il est grand et il lui dit, avant d'entrer sur le terrain, il lui dit laisse tirer Yuri et Manu et va te mettre ta tête dans les corners. Une consigne de but, c'est rentable, quoi. Dingue, et c'est ce qu'il a fait. Et ça veut dire que c'est la pression sur l'enjeu, ça veut dire que ton focus, tu dois le détourner de ah merde, je peux pas rater ça, je peux pas. Parce que l'enjeu, parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est cette équipe est trop faible, je peux pas perdre. Face mais à la eux. pression d'enjeu, elle peut. Mais c'est pour ça que dans toutes les compétitions, tu parles d'équipe faible, dans toutes les compétitions, les Coupes du Monde, la Coupe de France, c'est un bon exemple. Comme Saoudi contre Argentine.
T'as des équipes faibles qui sortent du lot, le Maroc, la Tunisie parfois aussi. Oui. Pourquoi ? Parce que les Grecs il y a quelques années à l'Euro, la Suisse, la Belgique, voilà, qui sont Les pas. surprises. Voilà, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont peu de pression d'enjeu. Ils peuvent perdre, ils seront pas. Ils sont contents d'être là déjà. Oui. Donc ils se font plaisir. Par contre, plus ils gagnent, plus la pression Du d'enjeu bonus. est sur l'adversaire, qui se dit, imagine qu'on se fasse sortir par les Belges ou par les Suisses. Ça serait l'humiliation. Les Et donc Suisses, t'as encore plus de pression quand tu joues face à une équipe. Et dans les Coupes de France, c'est ça. Quand t'as du Grand Quevilly qui arrive 2 fois en finale de la Coupe de France, ouais. Grand Quevilly, PSG, elle est où la pression d'enjeu ? Elle est pas sur Grand Quevilly, ils sont tellement heureux, c'est des gamins avec des étoiles plein les yeux, ils jouent au Stade de France. T'imagines, t'es le PSG avec l'argent du Qatar en championnat de France. Ouais. T'as quasiment que des pressions d'enjeu de je peux pas perdre face à cette équipe, tu vois, c'est la honte. Et à chaque fois, les titres des journaux, Parce que sur les 10 premiers de n'importe quelle discipline en sport, la compétence est relativement identique. Oui, Ce clairement. qui va faire la différence, c'est la pression d'enjeu. Et t'avais cette vidéo qui ouvre, j'espère qu'on pourra la diffuser sur la vidéo, sur cette interview, il y a un tennisman ou une tenniswoman, j'ai oublié, C'est une tenniswoman, ouais. Tenniswoman Et c'est son coach. qui est effondré face à l'enjeu, au stress. Et il lui donne un truc à faire. Il dit, tu joues tous les prochains points pareil, tu remets tout sur son revers et tu remets tout au centre. You play in the backhand, a lot of balls in the backhand, okay? Dasha, listen to me. This match Donc il arrive devant elle, il lui dit juste oublie le match, c'est bon, on s'en fout. Juste maintenant, tout ce pareil. revers-là, il faut que tu joues sur son revers, c'est tout. Juste focus sur ça. Du coup, ça transfère toute la pression vers juste un acte. Genre maintenant, Mais c'est toutes les routines, la pub qu'on avait vue, Zidane, chaussette gauche, chaussette droite, toutes les routines. Nadal qui tourne Nadal fait 11 gestes avant Oui. Nadal fait 11 gestes avant de lancer de sa balle à chaque service. pour se projeter sur le jeu. Pour se concentrer sur du comment, pour rentrer dans le comment et faire abstraction du combien. En fait, il s'hypnotise un peu, quoi. Ouais, c'est du conditionnement sur le comment. Ah, ce rituel provoque que ça trigger qu'il revienne sur le comment, parce que ça lui rappelle les entraînements, etc. Ouais, puis c'est ça, c'est des routines. Moi, j'avais embauché un nageur qui était quand même champion d'Europe du 50 brasses. Ouais. Lui me disait, moi j'étais un grand stressé et mon coach m'avait appris à mettre à gauche sur mon plot la serviette d'une certaine manière, le bonnet de sa manière, les lunettes de certaine manière. Ouais. Et toutes ces routines les aident à faire abstraction de l'enjeu et à se concentrer sur le comment. Ça veut dire que ok, c'est pas juste certains tocs de grands joueurs, c'est étudié aujourd'hui et c'est quelque chose Non, mais vu de l'extérieur, on pense que c'est un toc, mais ça permet de se relâcher d'être sur le comment. Alors que le combien, c'est de la tension. Clairement. Et c'est vrai que nous, on avait fait une vidéo une fois sur un coureur Carl Lewis, qui était connu parce que quand il démarrait ses courses, il démarrait toujours à juste 80-90% de ses capacités. Et dans les vidéos, tu le vois, tu as l'impression qu'il est lent au départ. Et en fait, c'était une façon de ne pas se mettre à la pression, d'être à 100%. Et du coup, ça relâche un peu la pression. Et après, il rentre dans un flow et il arrive à délivrer le meilleur de lui-même. Parce qu'il ne se met pas dès le début le truc de je dois dès le début être à 100%. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans n'importe quel sport, le geste parfait ne se fait jamais muscle contracté. Si tu regardes un round de sportifs au ralenti, ils sont tout mous. D'accord ? Relâché. Or, il y a un exercice que tout le monde peut faire, hein, c'est que tu tends le bras, tu prends un truc dans ton bras, tu serres la main, tu contractes ton biceps et tu secoues ce qui est au bout avec la plus grande vitesse et amplitude possible. Et après, tu fais la même chose, mais bras pliés avec le muscle décontracté. Oui. Tu vas voir que dans le deuxième cas, avec le muscle décontracté, tu secoues beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et le corps, voilà, parce que ton muscle est décontracté. Et donc, la pression d'enjeu, c'est-à-dire que mon basketteur, il peut mettre 50 paniers d'affilée à l'entraînement. Quand il est en match et qu'il va shooter et qu'il se dit celui-là, faut pas que je le rate, le faut pas que je le rate génère une contraction dans le biceps qui fait qu'il met à côté. C'est le penalty de Trezeguet en 2006. Même comment il s'appelle, Gilardi l'a vu en disant oh là là, il est stressé David, il n'a même pas osé croiser le regard de Buffon. Parce qu'un penalty, c'est comme un match de boxe, hein, c'est l'œil du tigre, ça se joue d'abord dans les yeux. Tu vas pas il a évité le regard. Il a posé son ballon, il a reculé, il est tendu comme une arbalète. Il n'ose même pas remonter les Et c'est mécanique parce que la jambe, si le muscle est contracté, elle est droite. Donc, ça, c'est parti donc le ballon, il monte. Terrible. Moi, j'ai regardé en live ce match. Mais on disait tout à l'heure, il n'y a pas de motivation sans regard. Le regard de Domenech sur Trezeguet, on peut en parler. C'est-à-dire qu'il ne s'aime pas. Trezeguet, il a joué 20 minutes de toute la Coupe du Monde. Donc quand tu n'as pas confiance dans un joueur et qu'à la dernière minute, le but le plus important, on dit vas-y, finalement, en fait, je te fais confiance, vas-y. Oui. L'autre, voilà, c'est la pression d'enjeu à ce niveau-là sur un péno, elle est inimaginable. Et ça rejoint la question d'Anthony, c'est de dire quand quelqu'un... Enfin, c'était quoi ta question, Anthony ? Quand on a un conflit avec quelqu'un, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs possibilités. D'abord, c'est est-ce que c'est un collègue ou est-ce que c'est un collaborateur ? Ce que je sous-entends là, c'est que si c'est un collègue, à la limite, je peux l'éviter. Mais on va comprendre le cas le plus difficile, qui est quelqu'un avec qui je suis obligé de collaborer.
Dans la relation, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit on joue la relation gagnant, soit on se sépare. Ah ouais. Mais il n'y a pas de... Il faut pas être dans le milieu, tu veux dire. Il n'y a pas de milieu. Ah mais c'est partout pareil. Dans une relation, c'est soit on la joue gagnant, soit on l'arrête. Mais au milieu, il n'y a, a pas d'intermédiaire. Oui, ça peut devenir une relation toxique au milieu. Et donc, personne ne gagne au milieu. Si cette personne, collègue, collaborateur, peu importe, je m'entends pas bien avec, soit je me sépare de cette personne, c'est-à-dire je quitte la boîte, je me sépare de ce collaborateur, soit je m'en sépare, soit je vois comment on peut jouer gagnant. Sauf que pour pouvoir gagner, c'est vraiment un combat permanent de la vie, c'est avoir raison tout seul ou gagner avec l'autre. C'est beaucoup plus facile d'avoir raison tout seul que de gagner avec l'autre. Oui. Un couple, c'est deux personnes qui décident de gagner ensemble. Tu ne peux pas aller loin seul. Quoi. Une séparation, c'est deux personnes qui décident d'avoir raison chacun de leur côté. Donc, déjà, pour faire évoluer une relation, il faut qu'il y en ait un des deux qui le décide. Oui. Mais qui le décide sincèrement. C'est pas, je vais essayer de faire des efforts pendant une semaine et puis on va voir ce qui se passe. C'est-à-dire que si on veut faire évoluer une relation avec quelqu'un avec qui on s'entend pas, dont on peut pas se passer, parce que je rembobine, la première question, c'est est-ce que je peux me passer ou pas de cette relation ? Je peux pas. Je prends le cas le plus dur. Ok. Donc, pendant un temps un peu conséquent quand même, parce que ça fait combien de temps que vous n'entendez pas ? Bah, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Bon, donc si tu dis j'ai fait un effort pendant une semaine, tu vas pas annuler 2 ans de relation en une semaine. Donc, il faut qu'il y en ait un des deux qui le décide. Il y a une phrase qui dit qui pose comme préalable à son propre changement le changement de l'autre me dit qu'il ne veut pas changer. Qui pose comme préalable à son propre changement le changement de l'autre me dit qu'il ne veut pas changer. Tu sais, les gens qui disent bah, il a qu'à changer, après moi je changerai. Ouais, en gros, tu veux pas changer quoi. Donc, il faut qu'il y en ait un des deux qui le décide et qui se dise je vais prendre un temps un délai un peu générique où on peut voir des choses dans la relation, mais pendant 1 mois, je vais faire des efforts de communication et de relation vis-à-vis de l'autre, sans attendre aucun effort de sa part. Donc c'est moi qui fais l'effort. Ah ben, il faut qu'il y en ait un qui décide. Oui, au max, et je vais voir si ça détend la relation ou... Oui, et au bout d'1 mois, 2 choses l'une. Soit la relation s'est apaisée et on a gagné. Donc je lui donne le bénéfice du doute pendant 1 mois, qui va se transformer. Soit au bout d'1 mois, la relation, elle n'est pas meilleure. Là, je peux avoir un entretien avec l'autre de transparence, on va l'appeler comme ça, mais par contre j'ai 1 mois d'acquis derrière moi. C'est-à-dire que si j'avais fait cet entretien il y a 1 mois, j'aurais dit on s'entend pas, il m'aurait dit ouais je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas de billes. Alors qu'au bout d'1 mois, je peux dire ça fait 1 mois que j'essaie de faire des efforts, que j'ai fait ça, que j'ai fait ça, que j'ai fait ça, et visiblement ça sert à rien, donc je suis très embêté, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, encore une fois, on n'a pas obligation de résultat, on a obligation de moyens. On a fait ce qu'on nous paraissait le plus simple pour faire évoluer la relation, mais l'autre il est libre de quoi ? Soit de dire j'avais pas vu, mais t'as raison, effectivement, autant pour moi, et là on arrive à une discussion positive, soit, ouais, c'est vrai, d'ailleurs, moi aussi ça me gêne, et on arrive à une discussion positive, soit, écoute, je n'ai même pas vu ce que t'as fait, je sais pas de quoi tu me parles, et tu me saoules. Je pense que là, pour le coup, on est face à quelqu'un dont on sait, à qui on a proposé une relation positive, qui n'en veut pas. C'est un non. Quelqu'un qui veut pas une relation positive, et donc dans ces cas-là, soit on accepte de rester à proximité de cette personne, soit on la fuit, quoi. Et évidemment qu'idéalement, il faut la fuir, quoi. Mais au moins, on en est sûr. Tu vois, moi, j'ai des gens qui parfois me disent pique-pendre de leurs collaborateurs ou de leur manager inversement, et qui, au bout d'1 mois, font des efforts et puis qui ont réussi à faire évoluer des relations. Et puis, quand ça marche pas, des fois, bah, ils vont les voir en disant un peu naïvement, je suis embêté, ça fait 1 mois que je fais des efforts. Ah ben ouais, t'as raison, c'est vrai, mais moi aussi, j'avais pas vu. Bah, et puis, on clarifie la relation et on pose des choses à plat. Mais il faut qu'il y en ait un des deux qui l'ait décidé. Par contre, si les deux sont dos à dos à dire il a qu'à faire un effort, c'est évidemment mort, quoi. En fait, pour conclure, moi, je pense que, de mon expérience, on n'est pas du tout formé pour être aussi bien équilibré et dosé dans son management. Pourtant, tout le monde le devient malgré lui, parce que comme tu dis, pour que les gens montent dans leur grade, dans leur boîte, souvent ils doivent manager. Il n'y a pas d'évolution où tu restes contributeur individuel très longtemps, et même si tu n'es pas fait pour ça ou tu n'as pas été formé. Et moi, je trouve que tout le monde doit être formé, parce que tu ne peux pas être de manière innée connaître tout ça, en fait. Tu vois. Donc, moi, je fais partie de l'école qui dit que dès qu'un mec devient manager, il faut lui donner les outils, parce que quand tu as les outils, tu n'improvises plus. Donc, est-ce qu'il y a des trucs qu'on a complètement ratés dans les notions ? Bien sûr, tu vas faire des vidéos sur LinkedIn. Je vous invite tous à s'abonner même sur YouTube aussi. Ouais, je les mettrai sur YouTube. Ouais. Donc Stéphane Michel, on mettra les liens, comme ça les gens pourront voir. Tu vas approfondir chacune de ces notions. Qu'est-ce qu'on a oublié comme notion importante ? On parlait de l'enjeu, des actes. Non, on a fait le tour des grandes notions. Moi, ce que j'aurais envie de dire un peu en conclusion, c'est que à chaque fois que j'ai fait mes formations au management d'entreprise, je prenais pas mal d'exemples sur l'éducation des enfants, comme on l'a fait ensemble, et sur le management sportif, parce que c'était, pour le coup, au Crécy, là où j'ai grandi, une obligation. Tu devais avoir 3 exemples par idée, un exemple sport, famille et entreprise, pour toucher tout le monde. C'est un bon concept, hein ? Et donc, on en avait plein. Et au module 2, 3, 4, quand tu vois des gens qui reviennent, qu'est-ce que vous avez appliqué depuis la dernière fois ? Les gens appliquaient d'abord dans leur vie perso.
Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Il dit, ouais, avec mes collaborateurs, pas encore, mais avec mon fils, ça m'a servi de ouf, avec ma fille, avec mon conjoint, voilà. Et en fait, pour faire un effort comportemental vis-à-vis de l'autre, il faut une condition nécessaire mais non suffisante, qui est qu'il faut un enjeu. Et il n'y a pas le plus beau mobile que l'amour, que l'amour pour faire un enjeu, pour faire un progrès relationnel vis-à-vis de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelle « Tout ce que j'ai appris en management et appliqué avec mes enfants », qui est la somme de toutes les recettes appliquées à la famille, parce que les gens appliquaient d'abord là-dedans. Et c'est des gens autour de moi qui m'ont dit « mais ça m'a tellement servi en tant que papa ou en tant que maman qu'il faut vraiment que tu mettes ça quelque part ». Et c'est ça que moi que je retiens de l'histoire, c'est que quelle que soit la relation, on l'a un peu dit tout à l'heure avec quelqu'un avec qui on s'entend pas, faut qu'il ait aussi envie que ça s'améliore. Le plus important, c'est l'esprit et pas la lettre. On peut avoir toutes les techniques de com du monde. Oui. Si l'intention, elle n'est pas bienveillante, elle n'est pas positive, elle n'est pas nette, on ne sera pas congruent. On sera dans de la manip, dans de la technique, dans du... Voilà. C'est la limite avec la manipulation. Ben, en fait, la manipulation et le management, il n'y a pas d'écart technique. C'est-à-dire que le management... C'est l'intention qui fait... C'est obtenir un résultat en passant par une tierce personne. Et la manipulation, c'est obtenir un résultat en passant par une tierce personne. C'est la même définition. Sauf que le management, c'est obtenir un résultat en passant par une tierce personne dans un rapport gagnant-gagnant. Et la manipulation, c'est obtenir un résultat en passant par une tierce personne dans un résultat gagnant-perdant. Voilà, bon, ben moi je forme au management, peut-être que des gens utilisaient mes outils pour manipuler, mais le management, c'est une relation d'influence vis-à-vis de l'autre, mais dans un rapport où les deux gagnent. Ouais. Mais ça peut pas se faire, pour moi, s'il n'y a pas d'âme à l'origine. C'est la technique, la lettre remplacera jamais l'esprit. S'il n'y a pas un esprit positif, la technique, elle sert à rien. Ça, l'esprit, on ne contrôle pas, nous, mais pour ceux qui nous écoutent, si l'intention est là et qu'ils veulent changer une relation, que ce soit pro ou perso, au moins il y a quelques techniques, il y a des grilles de lecture qui peuvent comprendre l'autre, comment il se comporte, etc. Et c'est vrai que tu as raison, la vie perso, elle est tellement beaucoup plus importante pour les gens qui commencent... C'est un bon labo. C'est un bon labo, et comme il faut de l'énergie pour faire tout ça, il faut qu'il y ait un objectif très important pour que les gens le fassent. Mais nous, on a vu quand même aussi que ça changeait la vie des managers, parce que c'est avoir recadré quelqu'un pour beaucoup de gens, surtout dans un monde de bisounours dans lequel on vit là, où tout le monde doit être hyper bienveillant, etc. Bah, du coup, on a plus ce muscle de comment recadrer. Et donc, le fait de décoincer les gens en disant non, c'est simple, ça passe comme ça et c'est dans l'intérêt de tout le monde, etc. Peut-être un dernier truc, vas-y. Juste, j'y tiens beaucoup à ça. Je milite pour la réhabilitation des bisounours. Les bisounours ont tous un super pouvoir, ils ont une arme. Hein. Ils ont tous une arme, les bisounours. Il faut vous replonger sur le sujet, mais ils combattent le sorcier crève-cœur et mais ils sont capables de se défendre. Oui. Donc les bisounours est un mauvais procès parce que c'est un bon cocktail d'exigence et de bienveillance, le bisounours. Ok. Dans son image. Et pour finir, il y avait une distinction très importante que je voulais qu'on fasse, c'est entre la faute et l'erreur. Quand on recadre, c'est quoi faute et erreur? Quand on dit que tu as fauté, qu'est-ce qu'on pardonne, qu'est-ce qu'on pardonne pas? Pour distinguer, déjà, c'est quelle est la règle. Ok, donc... S'il y a une règle, c'est une faute. S'il n'y a pas de règle, c'est une erreur. Déjà. Si j'ai pas respecté la règle qu'on a déjà définie, est-ce que j'ai fauté? C'est une faute. Pour qu'il y ait faute, il faut qu'il y ait règle. Et erreur, ça veut dire que c'est une incompétence. J'ai respecté les règles, mais j'ai fait une erreur quand même. Alors, souvent, l'erreur, elle est technique. Ouais. La faute, elle est comportementale. La faute, elle renvoie à une règle. Si le manager n'est pas dans la seconde capable de me dire, bah oui, il y a une règle claire qui est ça, ça a beau être inadmissible, pour l'instant, c'est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'on va rien faire, mais c'est pas la même chose. Après, le problème, c'est comme il y a des procédures métiers surtout, il n'y a plus de place à l'erreur puisque tu as des règles surtout. Tu as des règles métiers, tu as des règles comportementales, mais tu as des procédures métiers. Tout ce qui est métier, la première fois, il faut le traiter comme une erreur. La première fois que je faute? Non, que tu fais une erreur technique, que tu fautes sur une procédure, si tu préfères le dire comme ça, faut le traiter comme une erreur. Ce qui diffère après, c'est l'objectif. Dans le cadre d'une erreur, on est là pour augmenter la compétence. Dans le cadre d'une faute, on est là pour supprimer un comportement. Un flic qui t'arrête dans le couloir des bus, il ne veut pas augmenter ta compétence en conduite, il veut juste te dire, monsieur, plus jamais ça. Donc j'ai un monteur qui fait les vidéos. Oui. Je lui dis, la règle, c'est que les sous-titres doivent être gros, et il me met des sous-titres petits. La première fois, je débriefe parce que c'est métier. Donc là, normalement, il a fauté, mais c'est la première fois qu'il le fait, donc je débriefe. Ça veut dire quoi, je débriefe? Ça veut dire que je vais écouter avant de me positionner. Ok, je ne parle pas au début, je l'écoute, je dis... Qu'est-ce qui s'est passé? Les sous-titres sont pas bons, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il va me dire, franchement, j'ai oublié, t'inquiète, la prochaine, je ne le referai pas. Oui. Fin de la partie, du recadre. Oui. Il le refait, c'est une faute cette fois-ci. Bah, il le refait, faudrait comprendre pourquoi il le refait. Mais donc là, c'est nous qui parlons, c'est le manager qui doit parler?
Oui, j'ai vu que... En fait, si ça se reproduit, c'est que la solution qu'on avait trouvée au traitement d'erreur, elle n'a pas été faite. Oui. Une solution de vérification, par exemple. Si le sous-titre est toujours pas bon la deuxième fois, c'est que je vois que le sous-titre est toujours pas bon. Est-ce que tu as fait la vérif? Ben non, je n'ai pas fait la vérif. Ça, c'est un hors-jeu pour le coup. Ça, c'est une faute. Oui. Parce qu'on avait posé à la fin du premier traitement d'erreur une règle qui était de relire pour éviter. Bah, si la règle n'est pas appliquée, c'est une faute. Donc, quand c'est une erreur, c'est à moi de... Enfin, je l'écoute, Je cherche à comprendre. Mais quand c'est une faute, je ne fais que pointer la faute et je n'ai plus à comprendre là. J'ai dépassé on écoute beaucoup moins, ouais. C'est la différence entre les deux. Et c'est comment se déroule un recadrage quand le mec a fauté? Ah bah c'est un recadrage, c'est un constat du hors-jeu. Oui. Je vais prendre, je sais pas moi, je vois que tu dois m'envoyer tes reportings normalement le vendredi et je les ai eu encore lundi au lieu de vendredi. Voilà, je fais le constat. Le collaborateur ou l'individu va se justifier. Ouais. Je relance pas ça surtout. C'est-à-dire qu'on ne discute pas, un policier ne discute pas avec vous de pourquoi vous êtes pressé. Donc juste je marque la faute elle-même, je la marque, je dis et je mets un point. Je mets un point, il me raconte ce qu'il veut et je rappelle la règle à la fin. Et je suis ferme cette fois-ci. Je ne suis pas dans la... J'essaie de comprendre. Oui, mais ferme ne veut pas dire agressif. Juste, je dis ok, je comprends, c'est pas facile, ça peut arriver. Règle, ça. Pour autant, la règle, c'est ça. Ok, alors que dans l'erreur, c'est je comprends qu'est-ce qui a fait que... Dans l'erreur, la fin de l'erreur, c'est quelle solution on peut trouver. Un policier te dira jamais quelle solution on peut trouver, monsieur, pour que vous vouliez pas dans le couloir des bus. Oui, donc quand c'est une erreur, je diagnostique le truc, je l'écoute, et à la fin, je dis ok, comment on peut ne pas répéter ce truc-là? Exactement. Et ensemble, on a une solution. C'est ça. Et quand c'est une faute, parce qu'on a des règles, et c'est la 5e fois, etc., là, c'est plutôt... Stop, ça marche pas. Elle a dit ouais, mais... Je comprends, stop. mais non. Ok, très utile. Dans le cas d'une faute, la seule solution est de respecter la règle. Oui. Non, mais je parle plutôt de comment mener une discussion. Comme ça, ceux qui nous écoutent, quand ils faut ont ça pas avec passer, leur... le problème, c'est que les managers, ils jouent à pierre feuille ciseaux avec les collaborateurs sur les fautes. C'est-à-dire qu'ils leur disent t'es en retard, la pierre. Alors, le collaborateur répond ouais, mais grève des bus, la feuille couvre la pierre. Donc t'es en retard, ciseaux. Ouais, mais bouchon sur la 13, le caillou casse le ciseau. On s'en fout de la raison. Oui. Imagine qu'un policier tienne compte de la raison que tu as. En fait, la raison qu'a quelqu'un d'être en faute, elle est toujours bonne pour lui et mauvaise pour l'employeur. Oui. Le seul cas où elle est bonne pour les deux, c'est le cas de force majeure. Un policier, t'as ton épouse qui perd les os à l'arrière, il t'escorte, il te verbalise pas, mais parce que c'est un cas de force majeure. Merci Stéphane, c'était hyper enrichissant. Merci Rassem. C'est un sujet que j'espère tout le monde qui va être de plus en plus propagé. Je pense qu'avec tes vidéos, ça va être le cas, j'espère. On sera ravis de te revoir une autre fois avec les retours de ceux qui nous regardent. Si vous avez d'autres questions, si on a le plaisir de recevoir Stéphane dans 1 an ou 2, on pourra revenir sur ces sujets-là. Donc à très vite Stéphane. Merci.